France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum. C'est la dernière puisque nous sommes vendredi. Et le vendredi, c'est Mamie. Évidemment, bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mourad. C'est la dernière de la semaine. Bonjour cher Mourad. J'aime pas le mot, c'est la dernière. Je n'ai pas droit au vendredi, c'est Mourad. Mais... Bah non, ça rime pas. Non, mais ça Désolé. rime pas. Il n'y a pas grand chose qui rime avec toi d'ailleurs. Va falloir changer de nom de la journée. Hein. J'aurais été moins impartial, j'aurais dit le vendredi tout est permis. Et voilà. Bon. Non, ça c'est déjà pris, c'est déjà pris ça. C'est déjà pris, c'est Arthur. Pardon, excusez-moi. Oui, on lui laisse, bien volontiers d'ailleurs. C'est parti jusqu'à 18h, messieurs, dames, sur France Maghreb 2, avec évidemment vous, chers amis auditrices, auditeurs, la possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000 pour discuter sur pas mal de sujets dont voici le programme. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, la Syrie et le Liban, terrain de confrontation entre Israël et l'Iran, analyse et décryptage dans cette émission. Depuis Charles Pasqua en 1994 jusqu'à Jean-Pierre Chevènement en 2016, toutes les tentatives de l'État pour organiser l'islam de France ont échoué. Emmanuel Macron compte aujourd'hui lancer de nouvelles pistes. Polémique autour de la rue Yasser Arafat. La décision de la justice est tombée. L'affaire dure depuis près de 3 ans. Elle a connu son dénouement il y a 3 jours, ce lundi 12 février, lorsque le tribunal administratif de Toulon a enfin donné raison à la ville de la Seine-sur-Mer. La question LGF du jour. Mise en examen pour viol, Tariq Ramadan, affaibli par une sclérose en plaques, avait fait appel de son incarcération et son recours devait être examiné hier. Pour mettre toutes les chances de son côté, les avocats de l'islamologue avaient même proposé la remise de son passeport suisse et le versement d'une caution de 50 000 €. Malgré cela, il reste en prison. La justice ordonne une expertise médicale. Y a-t-il une volonté réelle de le maintenir en détention selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Enfin et pour finir tout à l'heure, évidemment le fameux Libertad. LGF, le grand forum, l'émission qui vous ressemble mais aussi et surtout qui vous rassemble, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec Tarek Mami aujourd'hui pour nous accompagner en ce vendredi et monsieur Mourad Goual, notre Marseillais préféré, qui est avec nous jusque 18h. Avant, évidemment... Je n'ai pas salué nos auditeurs et nos auditrices et je m'en excuse. Je l'ai fait à votre place. Ouais. Merci, Mourad, merci, vous inquiétez Tarek. pas. Voilà. Ça c'est bien fait ça. Alors donc je disais avant de parler de la question du jour et de retour sur ce qui s'est passé hier parce que on va en parler plus en détail dans un instant avec la question du jour et vos appels au 01 40 33 9000, notre sondage et la question du jour. Le Zap 24, c'est les 4 moments qu'il ne fallait absolument pas rater ou pas à la télévision qui se sont déroulés durant ces dernières 24 heures et on commence avec un extrait pour commencer. Donc des nouvelles plutôt rassurantes de Bernard Tapie qui a appelé Pascal Pro ce matin sur CNews pour parler foot. Du coup ça a donné ce petit moment de télévision ce matin. Écoutez Bernard Tapie, apparemment il va bien. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai pas tellement envie d'en parler. Il y a des millions de gens qui souffrent comme ça. Alors ça se change pas, ni ça s'aggrave pas en 1 minute, ni ça se guérit pas en 2 minutes. Donc ça suit son cours, voilà, avec ses bons et ses moins bons moments. En tout cas, pour l'instant, je suis en train de te regarder et j'attends que tu me rappelles quand on parlera du foot. Mais non, mais on va pas parler football ce matin, on va parler que de Johnny Hallyday, donc on va parler football tout de suite. On va parler de football tout de suite, Bernard. Et qu'est-ce qui vous a choqué sur ce qui s'est dit autour du Paris Saint-Germain ces dernières heures? Écoute-moi, tu peux pas nier, et tous ceux qui aiment le foot le voient bien, c'est un bazar sans nom. T'as des joueurs qui vivent que pour eux, t'en as d'autres qui parlent pas à d'autres, t'as l'entraîneur qui a pas d'autorité, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alors, moi je crois que c'est une très bonne chose qui s'est passée là cette semaine, parce que enfin les dirigeants vont prendre conscience qu'un entraîneur il est là pour entraîner, les joueurs sont là pour écouter l'entraîneur, dans les bonnes et les mauvaises décisions. Comme c'est pas irréversible parce que 3-1, tu sais, ça va très vite, hein. Suffit d'en mettre un chez toi, t'en as un deuxième et tu passes. Mais je n'ai jamais de toute ma vie de supporter de football vu un gâchis pareil. C'est inimaginable. Donc voilà, il faut qu'ils reprennent un peu le sens de ce que c'est qu'une équipe avec les hiérarchies et pas intervenir. Il y a eu une passe entre Neymar et Cavani dans tout un match. Enfin, t'as pas besoin d'être un peu fort en football pour voir qu'il y a la guerre entre ceux-là, que Neymar veut justifier il veut justifier son transfert. Il prend la balle, il la lâche plus jusqu'à temps qu'il marque ou qu'il la perde. Enfin, tout ça, c'est inimaginable. Alors qu'ils ont une équipe exceptionnelle. Voilà.
Eh ben, il va bien notre nanar, donc apparemment. C'est pas les infos qu'on avait il y a 48 heures. Eh ben voilà, il a appelé ce matin Pascal Pro, Ouais, il voulait parler foot, voilà. Je pense qu'il voulait dédramatiser, mais moi en tant que Marseillais, ça m'affecte de le voir affaibli comme ça. En tout cas, il a totalement raison sur son analyse. Mais c'est un homme qui respire le sport, il a raison. Après, son parcours peut-être ne plaît pas en sa faveur, mais moi en tant que Marseillais, je suis très très affecté par sa maladie, et puis j'appréhende qu'il nous quitte parce que je pense que ça va arriver quoi qu'il arrive. Et voilà, c'est un homme qui est très très aimé à Marseille, et puis voilà. Oui, on se souvient des supporters de Marseille qui avaient, lorsqu'on a appris la nouvelle effectivement de son cancer de l'estomac, ses pancartes au stade Vélodrome non, mais pour le soutenir. Il est vraiment aimé, il est chéri, et puis c'est notre Bernard à nous, hein, voilà. Tarek Mami, comment expliquer que Bernard Tapie soit autant apprécié par les Marseillais? Il a marqué de son empreinte quand même. Alors non seulement il est apprécié par les Marseillais pour le football, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il s'est installé là-bas, il a essayé d'autres choses à côté du foot. Notamment, il a essayé d'ouvrir une école de formation en journalisme et dans d'autres matières pour les jeunes de quartier, en disant lui, moi je crois au principe de la République et que je crois à la formation, et il suffit de former ces jeunes dans les métiers qu'ils aiment pour que demain ils soient les meilleurs citoyens français possibles. Et ce discours n'est pas très répandu en France parce que malheureusement c'est le buzz qui marche, et on se rappelle de Tapie et de l'argent et de l'OM et de l'argent de la Valenciennes et de tout ça. En tout cas, on préfère garder cette image que l'autre. Pourquoi il a parlé aujourd'hui? Parce que manifestement depuis à peu près 2 mois il va beaucoup mieux, et c'est sa fille qui a ouvert le bal, qui a publié 2-3 jours un tweet avec son père en disant je suis heureuse, mon père va mieux. Tu sais, les gens ne le savent pas, mais moi j'ai connu Tapie, je devais avoir 15 ans, 16 ans, un peu moins même. Et on rentrait gratuitement au stade Vélodrome. Ah oui. Même quand le stade était plein, il y avait une consigne au portier de laisser rentrer les jeunes de Marseille. Et on rentrait gratuitement. C'est plus le cas aujourd'hui. Bon. Pas du tout. Alors, dans le zapping, tiens, un petit tour par l'émission politique qui avait lieu hier soir. Vous avez regardé, messieurs? Je ne regarde plus ces émissions depuis très longtemps. Moi. L'émission politique qui avait comme invité hier le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et a évidemment répondu à la question de Léa Salamé sur l'affaire, devinez quoi, Ménel. C'est-à-dire d'abord cette espèce d'explosion d'opinion qu'on aimerait ne pas voir. Du fait des réseaux sociaux, donc tout un chacun peut écrire un peu n'importe quoi, et c'est un danger pour la jeunesse parce que c'est vrai que s'il y a 15 ans on écrit un peu n'importe quoi, on ne se rend pas compte que ça va rester pour des années inscrit. Ce qu'elle a écrit il y a quelques années, enfin il y a quelques temps, il y a quelques mois, c'est évidemment choquant quand on sait à quoi cela renvoie. Ça renvoie à des attentats, à des victimes, à des gens qui sont morts. Donc vous comprenez qu'il valait mieux qu'elle quitte le jeu ? Je comprends qu'il y ait énormément d'émotions par rapport à ça, et en même temps, je sais voir que c'est une jeune femme qui évidemment ne doit pas jouer sa vie sur une chose comme ça. Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Finalement, on aimerait mieux que ça ne soit pas passé, qu'on ne le sache pas. Et il y a un écho à tout. Et c'est dommage. Mais en tout cas, ce que je comprends d'abord, c'est, si vous voulez, la douleur des victimes des attentats terroristes, c'est quand même la première chose qu'il faut avoir en tête. Ouais, je le trouve assez bon quand même dans sa réponse, Jean-Michel Blanquer, non? C'est scandaleux qu'en France, on accapare 2 semaines de manière quotidienne l'actualité avec un jeu de société, un télécrochet, ce que tu veux. En même temps, on a des SDF qui meurent à Paris, on en a 2 qui sont morts à Marseille. Marseille, c'est quand même la ville la plus ensoleillée de France. Et on ne parle que de Ménel, son foulard, ses propos, son tweet. Son tweet, c'est quoi? Elle dit pas qu'il n'y a pas eu d'attentat. Elle dit que les responsables sont peut-être plus du côté du gouvernement que du côté de Daesh. À un moment donné, on peut aussi réfléchir à ce qu'elle a écrit. C'est pas faux, forcément. Alors, on est complotiste parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens qui ne le pensent pas. Moi, je crois qu'il y a un fond de vérité. Mais maintenant, vous vous rendez compte, on est vendredi, on parle encore de cette histoire. On passe à autre chose. Il y a des choses plus sociétales de manière, plus importante. Moi, je suis effaré, quoi. Je suis effaré. Puis on a parlé des piscines aussi hier. J'ai vu un morceau où c'est que on expliquait, c'est le député, le prix Nobel de mathématiques, qui disait oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui font pas de sport sous des motifs fallacieux. Ceux-là, alors il parlait des petites filles musulmanes et qui ne voulaient pas faire de la piscine pour ne pas être dénudées. Mais on en arrive là. Je rappelle que ça existe pour les juifs, juifs depuis très longtemps dans certaines villes. elle est où la France?
Alors justement, on va juste clôturer cette affaire Ménel en ce qui nous concerne parce que j'ai jugé utile de vous passer cet extrait parce qu'après avoir fait leur buzz tout au long de la semaine dernière sur cette affaire Ménel et d'avoir participé aussi quelque part à son acharnement contre elle, à cet acharnement contre elle, eh bien Cyril Hanouna déclare hier dans son émission TPMP qu'il a appelé Ménel et qu'il est peiné. Écoutez. Déterminée à devenir artiste, elle se repose, c'est ce qu'a dit donc son avocat. Elle veut revenir à une réalité plus ordinaire. Elle était prof d'anglais, Ménel. Voilà. Et je vais vous dire. Et ce matin, la production l'a appelée. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, vous aussi chez vous, et vous allez me dire quel aurait été votre sentiment. Voilà. Si donc Lionel Stan, le président de la société, l'a appelé, lui a dit voilà, on aimerait bien que tu viennes sur le plateau, parce que voilà, on aimerait que tu viennes t'expliquer et que voilà, est-ce que tu as envie de venir sur Touche pas mon poste. Elle lui a dit. Elle a passé de longues minutes avec lui au téléphone, elle voulait s'expliquer. Et elle lui a dit, voilà, moi, j'étais fan de TPMP. Et le soir où ils ont parlé de moi, j'étais devant mon poste. Et j'ai été dévasté par ce qui a été dit. Je vous donne son message, hein, voilà. Elle a été dévastée par ce qui a été dit. Elle dit qu'aujourd'hui, à cause d'aventure, The Voice et donc de ce qui s'est passé, elle était prof d'anglais, elle peut plus exercer comme prof d'anglais aujourd'hui. Ah, je vous le dis, voilà, parce qu'elle a des soucis, elle peut plus exercer comme prof d'anglais. Elle voulait juste être artiste. Elle dit voilà qu'elle regrette, bien entendu, ses tweets, que c'était il y a 2 ans, voilà, et que voilà, elle est là aujourd'hui, elle est vraiment très très mal, et que voilà, elle nous a dit voilà, elle a dit voilà que c'était aussi Touche pas mon poste qui avait beaucoup parlé de la polémique, mais c'est vrai que tout le monde en a parlé. C'est vrai que TPMP c'est une émission à forte résonance, je dis la vérité. Et voilà, moi quand j'ai su qu'elle était vraiment hyper mal comme ça, alors je suis contre ce qu'elle a mis comme tweet. Vous le savez vraiment, vraiment, et je l'ai dit ici, j'ai vraiment dit que je ne cautionnais pas du tout. Mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine. Voilà, je vous le dis. Beaucoup de peine, Cyril Hanouna. Est-ce qu'il a eu de la peine de voir que celui qui a représenté la France à l'Eurovision, celui qui sort de nulle part, qui a une carrière pourrave mais qui remplit des salles, on se demande comment, qui se prénomme Amir, lui il chante la gloire de Tsahal, et là personne ne parle de censure, personne ne parle de maladresse, c'est normal. Par contre, une jeune fille qui chante juste en anglais, qui a tenu des propos que je répète, qui pour moi en anglais et en arabe. Ouais, et j'y adhère. Ça la choque. Mais je crois que dans TPM aujourd'hui, celui qui est un peu mal à l'aise, c'est surtout Benjamin Castaldi parce qu'il ça a été le plus virulent. Ouais. Alors il parle de menaces de ci de là, qu'il aille voir ailleurs s'il y est quoi. Attends. Tarek sur quand même, on faut dire que TPMP a fait leur buzz sur cette affaire. Ils ont participé aussi à cet acharnement contre elle, avec des propos absolument lamentables. Et aujourd'hui, ils veulent l'inviter sur les chroniqueurs. Hein. Non, mais Benjamin Castaldi a été pris à partie par une chroniqueuse. J'ai vu ça au zapping. Christophe, c'est malheureusement que vous maîtrisez pas vous, Imourad, la langue arabe dialecta classique. Mais en arabe, on dit darabni ou baka, sabaqni ou shaka. Il m'a frappé et il a pleuré. Et il m'a précédé et il a déposé plainte. Voilà ce que je pense de ces choses-là. Ça allume le feu, ça buzz donc, et ça veut calmer de l'autre côté pour que ça rebuzz. En tout cas, voilà, ils lui ont proposé de venir. Bah, écoutez, a priori, c'est une décision intelligente de ne pas avoir cautionné cette émission. Effectivement. Bon, alors, on termine ce zapping avec un petit moment assez marrant. Ça s'est passé hier sur C'est à vous sur France 5. Une énorme gaffe de Anne-Elisabeth Lemoine devant Nicolas Sarkozy. Écoutez plutôt. Je dois enchaîner avec un lancement, mais je l'ai perdu. En publiant dans un article des accusations de violence sexuelle visant Nicolas Sarkozy, le magazine Hebdo a provoqué Nicolas Hulot, je vous prie de m'excuser. Visant Nicolas Hulot. C'est vraiment sympa. Hein. Je recommence. Non, en publiant dans un article des accusations de violence sexuelle visant Nicolas Hulot, le magazine Hebdo a provoqué un tollé, une remise en question du rôle des médias après le scandale Weinstein. Elle était mal, hein, Anne-Elisabeth Lemoine. Ça arrive, ça arrive. C'est agréable, il y a le sourire derrière, on l'entend, donc on comprend que c'est une maladresse. Bon, voilà, ça c'était la petite bourde quand même de Anne-Elisabeth Lemoine hier sur on va dire même. France 5, absolument. Et voilà. Alors, la question du jour aujourd'hui. Hier, nous étions le 15 février et devait avoir lieu le 14, oui. Et c'est la fête. Oui, c'était la fête du PSG, oui, certainement. Alors, c'était évidemment une nouvelle audience à la demande de Tariq Ramadan qui avait demandé une libération de son incarcération. Les avocats de Tariq Ramadan
avait donc donné comme gage de remettre le passeport suisse du théologien, et ainsi aussi proposé une caution de 50 000 euros. Sa femme, son épouse, la veille, avait publié cette vidéo que vous avez tous vue, je pense. En tout cas, vous pouvez la voir aussi sur notre Facebook France Maghreb 2, dans lequel elle était inquiète concernant l'état de santé de son mari, puisqu'il serait atteint d'une sclérose en plaques depuis quelques années. Et elle dit qu'il ne peut pas prendre son traitement à Fleury-Mérogis, là où il est incarcéré. Du coup, la justice maintient Tariq Ramadan en prison, mais ordonne dans le même temps une expertise médicale. Du coup, est-ce que eh bien c'est un acharnement que subit Tariq Ramadan? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de le maintenir en prison? C'est la question qu'on vous pose, et vous êtes en grande majorité à dire oui, avec 80% sur Facebook. À dire oui, 92% sur Twitter. Vous continuez de voter, en tout cas de nous donner votre avis aussi en nous appelant au 01 40 33 9000. Y a-t-il, Morad Goual, une volonté de maintenir Tariq Ramadan en prison? Bien au-delà de le maintenir, c'est surtout de le nuire, et de l'anéantir. Mais je vais pas trop argumenter, parce que je pense que Tarek tout à l'heure va nous faire un petit avis tranché de manière très circonstanciée sur Tarek, et je voudrais pas lui voler son argumentaire. Mais juste une chose, quoi qu'il arrive, Tariq Ramadan va sortir grandi de cette affaire. Et la France a tout perdu dans sa stratégie judiciaire vis-à-vis de Tariq Ramadan. Elle aura tout perdu parce que il n'était pas obligé de se présenter. Il est venu, il a été de bonne foi. Il a amené des éléments qui prouveraient que, au moment des faits où il est accusé, notamment par la deuxième personne, il n'était pas encore arrivé sur le sol de la ville de Lyon. Donc tous ces éléments-là, à un moment donné, vont être produits non plus devant la justice française, mais devant la justice de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la France, fidèle à son premier rang, sera encore une fois de plus sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir respecté les droits d'un justiciable. Tarek Mami, lorsque les personnes disent aujourd'hui, il y a des ministres qui sont accusés de viol, et Tariq Ramadan est en prison, les autres sont toujours en poste. Et des artistes aussi. Et des artistes. Que faut-il leur répondre? De quoi l'affaire Tariq Ramadan est-elle le nom? Ça c'est pour votre papier. Non, mais avant d'argumenter évidemment tout à l'heure dans votre avis tranché, aujourd'hui, est-ce que vous considérez, Tarek Mami, qu'il y a une réelle volonté de maintenir Tariq Ramadan en prison? Est-ce que cette volonté, elle est là, elle existe, elle est perceptible? Est-ce qu'on est en droit aujourd'hui de se poser des questions? Et finalement, de ce que dit Mourad, ce que pensent beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'au départ, on a assisté quand même à cette affaire, on était un peu dans l'expectative, où beaucoup d'ailleurs, y compris des hauts responsables dans la communauté, avaient préféré maintenir le silence. Aujourd'hui, commencent à sortir de leur silence justement pour apporter leur soutien, et des personnes d'ailleurs qui ne partagent absolument rien avec Tariq Ramadan à la base commencent à le soutenir. Est-ce que cette affaire est en train de se retourner finalement contre ceux qui ont cette volonté de maintenir Tariq Ramadan en prison, et du statut de présumé coupable, il passerait justement d'une victime, et peut-être même, peut-être aller encore plus loin, d'un martyr, Tariq. Alors, pour quitter la sphère de l'émotion, et rentrer dans la sphère de la réflexion, de la sagesse et du droit pragmatique, de la réalité que nous vivons, on peut dire que, combien même Monsieur Tariq Ramadan aurait tous les torts du monde, la question qu'on doit se poser les uns et les autres en conscience, doit-il à ce titre avoir un traitement particulier et ne pas subir la rigueur de la loi qui veut que tant qu'on n'est pas condamné, on n'est pas coupable. Présomption d'innocence. Et tant qu'on est accusé, on a la présomption d'innocence. Et tant que les éléments ne sont pas établis, en France, jusque-là, on ne va pas en prison en préventif. Et donc, effectivement, le mal qui est en train d'être fait, c'est que des gens qui n'apprécient pas particulièrement M. Tariq Ramadan se trouvent aujourd'hui dans l'obligation morale de venir le soutenir. Que des gens commencent à me parler, moi, de l'affaire Dreyfus dans la communauté musulmane, c'est dire jusqu'où les choses vont aller. Et quand ils disent l'affaire Dreyfus, c'est pas pour plaindre M. Dreyfus, c'est pour rebondir sur la suite de l'affaire. M. Dreyfus a été innocenté au fin de parcours. Et donc vous avez ce mélange, j'allais dire, de domination de quelques médias et de beaucoup de réseaux sociaux, qui, pour ne pas être très très nombreux,
sont aujourd'hui ceux qui font le plus de bruit et qui accaparent le plus la sphère médiatique, et qui fait que, si vous voulez, on ne fait qu'enfoncer l'idée que toute la société est contre les musulmans, que l'islamophobie monte, qu'il y a 2 poids, 2 mesures, et ça, c'est dangereux pour la société française, d'autant plus, je le dirais juste sur ce paragraphe-là, que ceux qui sont montés au créneau quand ils étaient ministres de la Culture pour défendre M. Polanski et pour dire que l'œuvre dépasse l'homme, on ne les a pas entendus parler aujourd'hui de l'œuvre qui dépasse l'homme. En tout cas, si on avait fait ce sondage et cette question au début de cette affaire Tariq Ramadan, ça aurait été un sondage qui aurait pas été aussi tranchant et aussi, j'allais dire. Alors Christophe, par contre, ce que nous ne mettons pas assez en avant, c'est que derrière, il y a quand même 2 personnes parmi d'autres qui tirent les ficelles de cette affaire à l'endroit de Tariq Ramadan. Oui. Il y a Caroline Fourès, par exemple. Tout le monde le sait, ouais. Mais on n'en parle pas. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'elle est très discrète. Elle se répand pas sur les médias en ce moment. D'ailleurs, je rappelle qu'elle Elle a atteint son but. Il n'y a plus besoin de. Et derrière, vous avez le chien de garde qui est Monsieur El Fassi, comment il s'appelle le Jean-Claude El Fassi, oui, le paradis. Celui qui fait des tweets pour demander à la LDJ et au Bétard d'aller tabasser des gens sur Paris. Ouais. Voilà, il est derrière la manip. Derrière la même manip qui a été faite il y a à peu près 20 ans avec l'ex-mari de Stéphanie de Monaco. C'est un peu le même piège qui a été tendu à Tariq Ramadan. Alors tiens, une information qui vient de tomber à l'instant. L'enquête pour viol visant Darmanin est classée sans suite. Vive la politique. Voilà, ça vient de tomber à l'instant. Commentaire, moi, peut-être premier commentaire, Tarek. J'ai appris beaucoup de choses à la fac quand j'ai fait du droit, oui. Et surtout des proverbes français qui font fort. Et on disait que la France, d'avant la Révolution, cher Christophe, la règle c'était d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Monsieur Darmanin est aujourd'hui fort, donc on doit s'être faible avec lui. Malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, Monsieur Ramadan est par terre et donc il est le faible et les forts doivent se comporter de la sorte. Il n'est pas normal qu'une plainte aussi importante, surtout la dame, la deuxième, je parle pas de la première affaire dont je connais pas, j'ai suivi la deuxième affaire. C'est une dame adulte d'une 40aine d'années qui va voir Monsieur le maire pour lui demander donc un logement et qui lui dit clairement logement contre faveur sexuelle. Bon, alors cette femme est folle. Classée sans suite. Non, mais cette femme est folle. À côté de ça, t'as Monsieur Tron, l'ancien ministre de droite, qui se présente aux assises libre. Oui. Alors lui, c'est un adepte de la podothérapie. Mais Tariq, ça va devenir compliqué quand même de dire aux gens, au grand public, qui vont dénoncer, et à juste titre d'ailleurs, cette différence de traitement. Vous voulez mon avis profond? Comment fait-on aujourd'hui? Cher Christophe, je vais vous donner mon avis profond qui ne sera pas dans le billet, parce que ça n'a rien à voir avec le billet. La justice, en France et dans beaucoup de pays du monde, ne peut pas se désavouer 10 jours après une première décision. Elle est indépendante, la justice française? Elle est indépendante, mais elle est corporatiste. C'est-à-dire que 3 juges d'un côté, plus donc de la détention, plus le juge de liberté, décide de mettre en prison. 15 jours après, la cour d'appel ne peut pas dire « Oh, tous les collègues ont tort, je libère ». Donc, elle trouve ce biais, qui est l'expertise médicale, et je l'ai dit moi dès hier matin, et donc ça permettrait éventuellement de calmer les esprits et de dire, en fait, on le sort parce qu'il est malade, on le sort pas parce que voilà. Mais... Et l'avantage de la cour d'appel, hier ils ont dit qu'ils ne parleraient pas du fond. Aujourd'hui ils vont parler de l'expertise médicale. Monsieur Ramadan est amené dans une ambulance, reportant dans une ambulance. Ouais. C'est que bon. Mais il y a autre chose aussi pour en finir avec ces histoires de viol. Il y a l'affaire Nicolas Hulot qui s'est éteinte aussitôt qu'elle a été allumée, mais on oublie de dire que Nicolas Hulot, la relation elle a été avérée. La personne n'était rien d'autre que la petite fille de François Mitterrand. Oui. C'est pas anodin, c'est pas rien. Et que on a même le sentiment quand on lit les articles à droite et à gauche que la petite fille a été jetée en pâture dans les bras de ce loup qui est Nicolas Hulot, de manière à le flinguer politiquement. Puisque l'affaire est classée. C'est ce que disent les articles, hein. C'est pas moi qui le dis. Oui. De manière à flinguer politiquement Nicolas Hulot qui devenait un peu trop gênant pour la gauche, mais pas pour Mitterrand. Alors on va accueillir un auditeur qui est avec nous, qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Je crois que c'était une première d'ailleurs. Cher monsieur, votre prénom? Monsieur Laïb Abana. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2, 94 FM, la fréquence pour nous écouter à Clermont-Ferrand. Alors votre réaction sur cette affaire et cette question aujourd'hui, est-ce qu'il y a selon vous une volonté de maintenir Tariq Ramadan en prison? Alors, pour moi, la justice va trancher et va libérer Tariq Ramadan, ça c'est sûr. Faut pas des années d'études pour se rendre compte de ça, avec tous les faits qui ont été donnés par les avocats, même à la presse.
Donc ensuite, pour moi, je trouve que la politique française est vraiment liée avec les médias français. Tout à fait. Si on devait parler de dictature militaire, en France, j'utiliserais le mot dictature médiatique. Journalistique. La dictature médiatique ou journalistique, Tarek, ça vous parle? Exactement. Oui. Oui. Quand vous avez en gros 4 bonhommes ou 4 structures qui possèdent la quasi-totalité des médias, ouais. C'est de la dictature et il y a de la séparation. Deuxième chose, excusez-moi, cher Mourad, dans d'autres pays, il n'est pas permis à des hommes et à des sociétés qui travaillent avec l'État dans des contrats, que ce soit des armes, comme donc du côté du Figaro, comme du côté d'Europe 1, ouais. Lagardère, ouais. et y compris avec des chantiers, comme de l'autre côté avec Monsieur Bouygues, qui soit propriétaire de ces médias, il n'est pas possible, parce que quand vous êtes le patron de TF1, que je respecte par ailleurs, hein, parce que, y compris dans la négociation qui a dû se faire pas avec Menel, on ne peut pas poser les questions transgressives. Et vous pouvez pas faire la même chose sur Europe 1. Et aujourd'hui, il y a un drame en France, c'est que vous ne pouvez pas à la fois concentrer le pouvoir médiatique entre les mains de quelques industriels, dont un arrive et commence par enlever les guignols de l'info parce que ça gêne ses copains, et en même temps prétendre avoir une presse libre. Heureusement qu'il reste quand même dans ce pays des médias libres. À l'image de France Maghreb 2. Non, mais je parlerai pas de France Maghreb 2. Moi, j'en parle, moi. Non, mais si vous voulez, mais je parle, moi, des sites internet alternatifs qui aujourd'hui donnent les informations, de quelques journalistes qui restent honnêtes, et un peu, et ça va choquer beaucoup, mais un peu du côté du service public de Radio France, ou un peu du côté de France Inter et de France Culture et dans d'autres. France 2 et Lise Lucet. Voilà, donc des espaces de liberté, mais j'allais dire aujourd'hui, paradoxalement, ce sont les patrons privés, les industriels, qui gèrent tout, qui verrouillent. Et quand vous avez deux phénomènes, moi qui suis journaliste professionnel, me choquent et me choqueront peut-être certainement jusqu'à la fin de ma vie, où on passe 3 jours sur Johnny, quand on a passé à peine une après-midi sur Monsieur Dormesson, et je n'aime pas Monsieur Dormesson, mais je veux dire quand même, pour la France, Monsieur Dormesson donne plus en termes de culture, en termes de vision du monde, que Monsieur Johnny, et de l'autre côté, que pendant, je sais pas ce qu'on avait comme autre affaire, on a passé 3 jours, tant et si bien que quand Monsieur Trump prend sa décision sur Jérusalem, qui n'engage pas que les Palestiniens, qui engage tout l'avenir du monde dans cette région, on ne le passe pas parce qu'on était en train de parler d'un autre fait divers, je sais pas lequel. Et donc, quand vous avez les faits divers qui font aujourd'hui la une des télévisions, surtout celles qui se disent d'information continue, et qu'on parle 3 jours de neige alors qu'il y a d'autres affaires, l'affaire Mialis. L'affaire Mialis, c'est une petite fille qui est assassinée, on ne sait pas. Une petite fille qui est assassinée, on ne sait pas dans quelle condition, va prendre quelques minutes l'après-midi pour revenir donc à la neige et à Monsieur Tahir Ramadan et à Menel. Donc vous savez, aujourd'hui on a lu, et ça nous fait plaisir, nous ici à France Maghreb 2, il y a le professeur Mohamed Bajrafil qui vient de sortir, qui sera notre invité vendredi prochain d'ailleurs, qui vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Réveillons-nous, et hier l'AFP donc l'appelle pour une interview. L'interview, elle paraît en début d'après-midi sur le site de l'AFP, et aujourd'hui elle est reprise intégralement par toute la presse française. J'allais dire c'est une bonne nouvelle, heureuse parce qu'elle est heureuse, mais imaginez si c'était la chose à l'envers, et donc aujourd'hui les journalistes recopient. En fait ils travaillent plus les journalistes, hein, c'est ça. Hein. Je vous en prie chers amis auditeurs, concluez. Oui, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Allez-y. C'est que Monsieur Dieudonné est derrière Tariq Ramadan. Donc, je sais pas si c'est bien ou si c'est mauvais, mais c'est juste pour souligner le fait que sur les plateformes internet comme YouTube, Dailymotion ou Twitter, Instagram, tout ça, on a vachement plus de personnes qui se mobilisent pour défendre Menel ou par exemple Tariq Ramadan. Je vais parler que de ces 2 sujets. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a un réel écart, un fossé entre les générations qui regardent la télé. Moi, j'ai 22 ans, je regarde pas la télé. J'écoute la radio là parce que je suis à la voiture, mais sinon, je suis sur YouTube, sur Internet. C'est le nouveau média. Oui, c'est vrai. C'est le média alternatif aujourd'hui. Cher monsieur, merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Pour compléter les propos de Tarek, au revoir. Pour compléter les propos de Tarek, si tu permets,
c'est bien plus grave que ce qu'il ne le dit. Effectivement, les médias aujourd'hui appartiennent à 3 grands groupes, voire 4. Mais le plus gros, c'est inéluctablement Monsieur Drahi. Mais le plus gros média aujourd'hui, c'est quand même Monsieur Bolloré. Oui, en termes de business. Alors ça dépend. En termes d'influence, c'est BFM. Parce que TF1, c'est la première chaîne d'Europe en matière d'audience. Voilà, non, mais le plus percutant en termes de désinformation, ça reste BFM. On en est tous conscients. Mais en même temps, on dit tout ça, mais on la regarde tous. Ah, j'aurais pu, pas du tout. Moi, je suis bloqué sur Arte et je dors le reste du temps. Mais il faut pas oublier que toute cette corporation se réunit une fois par mois au salon, à l'Automobile Club de France, sur la place de la Concorde, et ils décident de la direction médiatique, journalistique que doivent prendre leur corporation. Voilà. Ils se réunissent pas tout seuls, ils se réunissent avec Monsieur Attali, avec Monsieur Menck. Tu veux parler du Grand Orient ? Non, je parle du siècle. Du siècle. Il y a plusieurs cercles. Ouais. Le siècle, pas le cercle, le siècle. Il y a plusieurs cercles. Il y a plusieurs siècles. Beaucoup de gens se réunissent. Je parle du siècle qui se réunit à l'Automobile Club de France. Bon, allez, dans un instant, justement, pour conclure sur cette affaire, l'avis tranchant de Tarek Mami. De quoi l'affaire Tarek Ramadan est-elle le nom ? Et je n'ai pas lu, mais j'ai l'impression que ça va être très long, saignant. Non, pas très long. Enfin, je sais pas, vu qu'il écrit depuis 1 heure, je sais pas, je m'inquiète un petit peu. Page 4, je vois, moi. Ah oui, oh là là. Ça risque pas. Je m'arrête toujours à 2 lignes. À tout de suite sur France Maghreb de Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour le LGF avec Mourad Goual et avec Tarek Mami. C'est l'heure de l'avis tranché justement concernant l'affaire Tarek Ramadan avec cet avis tranché signé Tarek Mami sur France Maghreb 2. Jingle. Avec ce titre, Tarek Mami, de quoi l'affaire Tarek Ramadan est-elle le nom ? De quoi l'affaire Tarek Ramadan est-elle le nom ? Effectivement. Un auditeur m'interpelle. Monsieur Mami, que signifie pour vous l'affaire dite Tarek Ramadan ? Vous qui êtes juriste, vous qui êtes journaliste, vous qui connaissez l'histoire de l'islam et de la France d'après vos chroniques et vos interventions téléphoniques. À une question directe, réponse directe. Cette réponse risque de fâcher tout le monde, ou pour le moins ne pas satisfaire entièrement les supporters et les détracteurs de M. Tarek Ramadan. Ma chronique ne vient ni soutenir aveuglement M. Tarek Ramadan, ni le flinguer sans aucune retenue. Pour cela, je me tiendrai aux faits. Seulement aux faits, uniquement aux faits, et j'oserai une question à la fin de cette chronique. Une chronique radiophonique que nous appelons ici à France Maghreb 2 avis tranché n'est ni une tribune à publier dans la presse écrite et les journaux dits du matin ou du soir, ni le préambule d'un livre, ni une analyse proposée à la confrontation d'idées ou alimenter une polémique de ce qu'on appelait jadis au Moyen Âge une controverse. Notre ami Feu Brahim Hasmaïl avait l'habitude de titiller nos oreilles tous les jours avec son billet quotidien qui avait pour titre « Dormez bien, braves gens, la terre tourne, mais elle tourne sans vous ». Brahim Hasmaïl et son billet quotidien nous manque et son billet sur DSK dans l'affaire du viol de Nafissato Diallo restera dans nos mémoires. La chronique est pour nous une fulgurance du moment qui, comme un sondage, donne une photographie instantanée de notre état d'esprit et qui appartient, cette chronique, à la catégorie casuistique de la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Monsieur Tarek Ramadan est un homme avec d'immenses qualités intellectuelles et pédagogiques qui captivent de très nombreux publics intéressés par la religion et la culture et la civilisation arabo-musulmane, mais pas que. Comme tous les hommes, Monsieur Tarek Ramadan a des défauts que connaissent sa famille, ses amis et ses proches. Et d'un coup, avec l'accusation de viol portée contre M. Tarek Ramadan par 2 femmes, l'une sous pseudonyme Christelle, faisant monter les faits d'une agression sexuelle supposée à 2009, et l'autre à visage découvert, Mme Henda Ayari, qui fait remonter des faits d'agression sexuelle supposés à 2012. Chacun en rajoute sur les défauts de M. Ramadan. Nous ne dirons pas plus, nous, et nous revenons aux faits. Ce qui m'intéresse,
c'est la situation des accusatrices et la situation de l'accusé. S'il va sans dire que l'acteur de toute violence physique, et plus encore toute violence physique sexuelle et agression de viol, doit passer par toute la rigueur de la loi, il faut le dire, le redire, le répéter et le matraquer. Ici, c'est France Maghreb 2, tant les clichés frappent les citoyens français de culture musulmane sur leur supposé machisme, domination sans faille de leurs mères, sœurs, femmes et filles à travers celles qui portent le foulard, pour paraphraser M. Mohamed Sifawi. Mais quand je dis acteur, c'est tout acteur et pas exclusivement ou seulement M. Tariq Ramadan. Les accusatrices ont toute notre affection et soutien, jusqu'à ce que la justice leur donne droit au tort. L'accusé, lui, a droit à notre respect, au vu de nos principes moraux et juridiques, tant nous avons appris, et c'est une très bonne chose, que tout accusé est présumé innocent, jusqu'à ce que la justice se prononce définitivement sur son cas. Or, ce qui me blesse, et ce qui blesse tous ceux qui défendent la loi, le droit et le triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est qu'une immense majorité de citoyens commentateurs, à travers les réseaux sociaux, mais aussi de commentateurs professionnels, se lâchent, oublient le principe de cette innocence. Tout le monde monte en charge contre M. Ramadan. Et les fameux défenseurs des droits de l'homme qui voulaient jadis et jusqu'à hier au secours de la longue liste des violeurs avérés et qui reconnaissent les faits, voire des peuples opprimés à part les Palestiniens, bien sûr, sont aujourd'hui bouche fermée. On dirait qu'ils se sont cousus les lèvres. Ils ont même réussi à nous retirer de nos mémoires la déclaration d'un ministre de la Culture en exercice à propos d'un certain M. Polanski, qui disait alors que l'œuvre dépasse l'homme. Personne ne dit cette phrase quand il s'agit de M. Tariq Ramadan. Un fait divers de viol tourne à l'affaire avec un grand A, plus importante que l'affaire du meurtre de la petite Maïlis, petite fille, et je précise ici qu'il n'est pas pour nous une place pour comparer les drames et les souffrances des uns et des autres. Mais les faits sont têtus. Une plainte déposée en Bretagne se retrouve rapatriée à Paris sous l'autorité d'un procureur que tous les Français ont découvert uniquement dans les affaires d'actes terroristes, et on ne sait pas pourquoi cet rapatriement a-t-il eu lieu. Est-ce pour lui donner plus de sonorité, plus de bruit médiatique, ou pour enfoncer l'homme accusé? Une plaignante se pavane sur les plateaux de télévision à des heures de grande écoute et refuse de confronter l'homme contre lequel elle porte des accusations graves. Personne ne se pose la question et personne, apparemment, trouve cela normal. Des adversaires politiques et intellectuels de M. Ramadan deviennent des auxiliaires de justice. Des aiguilleurs de justice. Un homme dont le dossier médical indiquait qu'il est manifestement malade est quand même incarcéré. Un prisonnier en préventive interdit de rencontrer sa famille, et sa famille nous dit qu'il ne dispose pas de ses médicaments et surtout pas de ses antidouleurs. Monsieur Ramadan peut avoir tous les défauts du monde, mais doit avoir les mêmes droits que tous les citoyens. Sauf erreur de mémoire et de résultat qu'a bien voulu me faire parvenir M. Google, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé d'antécédent judiciaire d'un homme accusé de viol sur des personnes adultes incarcérées au début de l'enquête. C'est vrai que contre M. Tariq Ramadan, deux arguments de poids sont entre les mains de ceux qui veulent le juger. Premièrement, il n'est pas citoyen français, mais citoyen suisse. Deuxièmement, et c'est une circonstance aggravante pour beaucoup, il est de confession musulmane. Disons pour terminer, disons-le clairement, aujourd'hui pour beaucoup de citoyens français de culture musulmane et bien au-delà de ce cercle restreint de la population française, tous ces gens prennent en charge, épousent et s'approprient toutes les théories de complot
non pas dans le sens généralement développé dans la presse française, mais dans le sens de dire aujourd'hui en France, pour les musulmans, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a le règne de l'islamophobie. Cette affaire est une affaire politique et pas une affaire judiciaire. Certains d'entre eux poussent même le bouchon avec l'expression « les juifs ont eu l'affaire Dreyfus, les musulmans ont aujourd'hui l'affaire Tariq Ramadan ». Avec une précision amère, c'est oublier très vite les souffrances de 2 hommes, Dreyfus et Ramadan, pour retenir l'innocence de l'accusé d'hier, Dreyfus, et espérer l'innocence de l'accusé d'aujourd'hui, Ramadan, afin que la République reste la République. Merci Tarek Mami pour cet avis tranché. Peut-être que Mourad a envie de commenter donc cet avis tranché de Tarek Mami sur Tarek Ramadan, pardon. Alors moi je vais rajouter juste une chose, au-delà de l'islamophobie ambiante, je pense que la décision est surtout justifiée par ce lobby ultra gauchiste que sont devenus les laïcards. Et c'est au nom de la laïcité que ces gens-là aujourd'hui usent et abusent de tous les leviers de pouvoir dont ils ont possession. Le syndicat de la magistrature est connu pour être de gauche, voire d'extrême gauche, et surtout laïcard. Et ces gens-là aujourd'hui abusent de leur position et du pouvoir qui leur est conféré pour aller au bout de leur théorie. Voilà. Très bien. Eh bien, chers amis auditeurs, vous pourrez évidemment commenter tout à l'heure dans le cadre de Libertad éventuellement. Alors, on va enchaîner avec un premier sujet. On va aller au Proche-Orient, une fois n'est pas coutume, messieurs, avec les attaques composées d'une série de raids aériens et de missiles pendant la nuit de vendredi à samedi dernier sur tout le territoire syrien, Damas et dans toute la région et sur le plateau du Golan. Tarek Mami, Mourad Goual, c'est toute une tension qui est en train d'être enregistrée dans cette région du Moyen-Orient. Il semble que la presse israélienne, que l'Iran et Israël testent leur capacité à une confrontation justement à distance sur le territoire syrien. Tarek Mami, première réaction, première question, j'ai envie de dire, est-ce que la Syrie et le Liban sont aujourd'hui les otages de cette confrontation? Alors je peux vous dire que, heureusement pour moi, j'étais samedi matin en pleine bonne forme vers 6h30, je lisais comme d'habitude, et je reçois une première dépêche qui disait explicitement les Syriens ont abattu un F-16 israélien. C'est la première dépêche. Non mais c'est la première information que je reçois. Et là je décide d'y passer quelques heures parce que pour moi c'est de la science politique, c'est de l'information, c'est de la communication. Et je mets, alors les auditeurs sauront comment je travaille, 2 sources d'information, une israélienne et l'autre arabe plutôt dite de la résistance, et les dépêches françaises. Les dépêches françaises vont mettre des heures et 2 heures à faire tomber l'information. Par contre, la version israélienne, c'est l'Iran attaque et Israël riposte. Dans la version syrienne, ce sont des attaques à 5h du matin de l'aviation israélienne, qui n'a pas de drone iranien. Dans la journée, d'ailleurs, les Iraniens demandent aux Israéliens de montrer les débris de ce drone. Et en réalité, apparemment, quand on lit la presse russe, en plus et chinoise, c'est un piège dans lequel les Syriens ont fait tomber les Israéliens, en fait, pour essayer de commencer à voir comment la vie va continuer. Et il y a eu donc des mouvements, un peu de troupes, un peu de choses syriennes, qui a fait que l'armée israélienne a envoyé les avions pour voir et pour soi-disant bombarder. Et là, l'avion israélien est tombé. Et je reviens sur la presse israélienne et on ne... C'est une première. Ah, pardon, Tarek Mami, c'est une première. Non seulement c'est une première, mais je vais vous donner... Depuis 48. Non, voilà, je vais vous donner moi la première parce que moi qui vous l'ai écrit à tous, chers amis, c'est depuis 48, c'est la première fois qu'un avion israélien est abattu à l'intérieur des frontières de la Palestine, donc de 1948. C'est-à-dire qu'il y a des avions qui ont été abattus au-dessus du Liban, sur la mer, dans le Sinaï, mais à l'intérieur de ce que Israël considère aujourd'hui comme sans réduit. C'est la première fois. Et donc, les Israéliens ne parlent pas d'avion abattu, ils parlent d'un crash d'un avion F-16.
en langue française, un crash, c'est un accident technique qui a fait que l'avion tombe. Ou une erreur de pilotage. Oui, tout ce qu'on veut, mais c'est pas truc. Et donc cet avion a été abattu. Et en fait, depuis les 7 ans de la guerre en Syrie, et depuis, comme vous le dites, Christophe, 48, 67, 73 et 82 et 86 au Liban, le ciel appartient à Israël. Tout à fait. Et la mer. Non, la mer moins. Je reviendrai, si vous permettez, sur la mer. Mais le ciel appartenait à Israël. C'est ça. Et avec cet avion, avec le fait d'abattre cet avion, le ciel n'appartient plus à Israël. Il appartient probablement, certainement, majoritairement à Israël, mais Israël n'est pas la maîtresse du monde dans le ciel. Alors c'est très compliqué derrière, parce qu'il y a l'accord des Russes pour faire abattre l'avion, parce qu'il y a 6 mois, Bachar al-Assad avait envoyé un message direct à Netanyahou, à travers Poutine, pour lui dire, la prochaine fois il nous bombarde, nous serons capables de bombarder l'aéroport Tel Aviv, de Ben Gurion. Et donc, d'ailleurs, qui a été fermé pendant plusieurs heures, pourquoi samedi matin. Mais parce que, à part l'avion abattu, cher Christophe, il y a eu des missiles syriens qui ont traversé tous les territoires dits israéliens aujourd'hui pour tomber de l'autre côté de la mer. Et donc, aujourd'hui, c'est un message. Et, paradoxalement, j'ai trouvé que la presse syrienne, pour une fois, était beaucoup plus, réaliste avec ce qu'elle a perdu et tout. Et derrière, ce qui se passe, c'est les Israéliens qui appellent tout de suite les Américains et Poutine pour leur demander de passer le message à Bachar al-Assad, aux Iraniens et au Hezbollah, qu'Israël, comme on dit en diplomatie, n'est pas intéressé par une guerre immédiate et qu'elle demande à baisser la tension. Et cette situation a fait que le cabinet israélien, donc le cabinet, c'est-à-dire j'allais dire le Conseil des ministres chez nous en France, il y a eu des altercations entre M. Netanyahou et les autres ministres, notamment les ministres de la guerre, parce que pour beaucoup de ministres, M. Netanyahou faisait ça pour apparaître comme l'homme fort, pour qu'il soit pas mis en examen. J'allais y venir si tu alors, juste avant Mourad, je précise une petite chose intéressante, c'est que selon Haaretz, dans un éditorial d'un journaliste, c'est que peu importe combien Israël a frappé la Syrie, ce qui restera, c'est l'image de la carcasse fumante de cet avion. Alors, j'allais rebondir sur les propos de Tarek. Non, mais c'était pour montrer qu'il y a une logique globale. On est fusionnel avec Tarek. Alors, moi, j'ai pas la finesse stratégique que tu as sur la connaissance du Moyen-Orient. Mais, de mes lectures que j'ai eues cette semaine, il s'avère que le crash, je vais reprendre les termes diplomatiques et journalistiques israéliens. Il s'avère que les crashs et l'absence de réaction de Netanyahou l'a très fortement affaibli au moment même où beaucoup de juifs étaient dans la rue, beaucoup d'Israéliens manifestaient contre la politique interne menée par Netanyahou, demander sa démission par rapport à toutes les affaires judiciaires qu'il est en train de traîner comme des casseroles et qu'il essaye d'éviter avec des prescriptions par-ci par-là. Et donc ce coup, où pour une fois il n'a pas réagi militairement et par la force comme il a l'habitude de le faire, s'est retourné contre lui. Et je me dis, peut-être que le vent est en train de tourner. Non, mais il y a deux choses. En politique interne, Netanyahou, il voit ses journées plus ou moins donc abrégées, parce que s'il y a quelque chose qui marche dans la démocratie israélienne, et j'utilise ces mots à escient, c'est que dans la structure du fonctionnement de l'appareil de l'État israélien entre les citoyens juifs, la machine marche. Et donc, Monsieur Netanyahou, apparemment, a détourné des fonds, il y a des escroqueries, il y a des choses, et donc il payera comme l'ancien président d'Israël a été condamné à 3 ans de prison pour agression sexuelle et qui les a passés. Donc ça, c'est le volet politique interne israélo-israélien. Tarek, une question. Toi qui as cette grande culture du Moyen-Orient, quel est le point commun, en dehors de Golda Meir, quel est le point commun entre tous les présidents israéliens? Je vois pas les premiers ministres. Non, voilà, parce que justement, parce que il est symbolique là. Voilà. Quel est le point commun de tous les premiers ministres qui se sont succédés depuis la création de l'État d'Israël? C'est les affaires? Non, parce que c'est un statut. Ils ont un statut. Quel est leur point commun? Je connais pas, je sais pas, je vois pas ce que vous dites. Allez-y. Ils ont tous été militaires.
Et on parle de démocratie. Oui, mais non, ça c'est une chose. Non, mais il y a quelques-uns qui ont été grands militaires et premiers ministres, mais tous n'ont pas été. oui, mais pas Netanyahou. Non, il n'était pas grand militaire, c'est son frère qui était. Alors, si vous voulez qu'on rentre dans le détail, c'est son frère qui était grand militaire et c'est son frère qui a fait l'opération Entebbe en Ouganda, si vous voulez. Et on retrouve toujours l'armée derrière. Non, mais c'est l'armée qui tient. Voilà, c'est l'armée qui tient. Donc ça contredit le mot démocratie. Non, mais il n'y a pas de démocratie en Israël. En Israël, il y a la démocratie. Ah bon, on nous aurait menti? Non, mais c'est bien que nos auditeurs le sachent et que justement aux argumentaires bien façonnés des sionistes qui répondent que ce sont toujours des militaires qui ont gouverné et dirigé l'Israël. Alors, en Israël, il n'y a pas de démocratie dans le sens où nous donnons, nous, ici en France, le terme démocratie, c'est-à-dire tous les citoyens sont égaux. Mais il y a une démocratie entre les citoyens israéliens, juifs, et encore là-dedans, il y en a qui sont plus égaux que les autres. C'est-à-dire que vous avez les arabes, non mais si vous brassez les trois lignes, vous avez les juifs originaires d'Amérique, les juifs d'Europe, de l'Est et d'Afrique. De l'Est. Après donc du Maghreb, après donc d'Éthiopie et après les Arabes israéliens qui représentent 20%. Et il y a même une nouvelle loi qui est en train d'être faite pour les dégrader de leur pouvoir. Mais pour revenir sur l'avion... Rapide, parce qu'on a la pub là. Oh oui, sur les avions, aujourd'hui, les Israéliens ne peuvent plus se permettre d'envoyer 15 avions. En souhaitant voir 15 avions revenir, mais ils vont dire sur les 15 avions, il y en a 1, 2, 3 qui tombent. D'autant plus que dans la même attaque, Christophe, et j'en terminerai là, il y avait 5 missiles, 4 ont été abattus sur les 5 par les Syriens. CQFD, que l'aviation américaine, la top du monde, n'est pas si top que ça, et que le fameux anti-missile, le dôme de fer, ne fonctionne pas. Dans un instant, un petit mot aussi sur la Turquie et les États-Unis. Ça semble un peu s'arranger. La lune de miel, en quelque sorte. À tout de suite. LGF, le grand forum avec Tarek Mami et avec Mourad Goual. Tarek, auparavant et avant la pub, nous parlions de cet avion, et c'est une grande première, on le disait, donc qui a été abattu. C'est une réponse en fait de l'armée syrienne de Bachar el-Assad aux différentes attaques, parce qu'il y en a eu plusieurs sur le sol syrien d'Israël. Alors la question initiale que je vous posais tout à l'heure, est-ce que le Liban et la Syrie ne sont pas les otages de cette confrontation qui a lieu à distance entre Israël et l'Iran sur le plateau du Golan? Alors, si vous permettez, vraiment, j'ai permis. C'est la question à l'envers. Est-ce que remettez-la à l'endroit alors. Non, justement, je veux la remettre à mon sens à l'endroit. Ouais. Est-ce qu'Israël aujourd'hui n'est pas entouré d'ennemis potentiels pour elle, le Liban, le Golan et le Hamas. Et le Yémen derrière. C'est un peu loin pour les trucs. Mais donc la question que l'Arabie Saoudite, non, elle est à out. Non, mais l'Arabie Saoudite. Vous savez, il y a une nouvelle blague syrienne que j'ai reçue hier. C'était, on est gêné par le fait d'avoir abattu l'avion, donc la personne. Et l'autre dit pourquoi? Il dit parce que nous avons fait pleurer nos amis les Saoudiens. Ah oui. Vous l'avez saisi ou ça recommence, Christophe? Donc deux Syriens. Le premier Syrien, il dit c'est bien d'avoir abattu l'avion israélien, mais vraiment je suis amer, je suis pas content. L'autre dit pourquoi? Il dit parce que du même coup nous avons fait pleurer le prince Salman d'Arabie. Alors, Mourad, tu t'es pas exprimé là-dessus. Quand tu parles du Liban et de la Syrie, tu parles de quoi? Des territoires ou des peuples? Non, je parle des territoires, parce qu'on sait qu'Israël a attaqué à plusieurs reprises sur le territoire syrien. Tu sais ce qui se passe là? On a deux coqs dans une basse-cour, Israël et l'Iran. Ils sont dans une activité primale, animale, et bombe le torse, et ça sera le premier qui cédera qui aura perdu. Mais c'est une guerre, c'est qu'une position et une attitude qui peut amener à une guerre. Alors justement, la question que je vous la pose, Tarek Mami, Mourad Goual, est-ce que sur le plateau du Golan, on n'est pas en train d'assister à un déclenchement d'une guerre régionale? Il n'y aura pas de guerre, Christophe. Vous savez, la guerre, la règle de la guerre, jusque-là, c'était celui qui se sent un peu plus fort, qui tape. C'est les Américains qui attaquent Saddam. C'est pas Saddam qui va aller attaquer les Américains. Aujourd'hui, le pouvoir de persuasion, de faire peur d'Israël est tombé, parce que le dernier des Palestiniens, il dit si déjà nous, ils n'ont pas pu rentrer, alors qu'on n'a rien comme arme pour nous défendre en 2014 à Gaza,
comment voulez-vous aujourd'hui... Mais Tarek, il faut pas se laisser berner. Aujourd'hui, Israël joue les pacifistes. Non, elle joue pas les pacifistes. Non, mais ou les pseudo-pacifistes. Non, elle joue les pragmatiques, qui est conscient des rapports de force d'aujourd'hui. Mais aussi, ils ne perdent pas le nord parce que au quotidien, ils continuent à étendre leur territoire avec des colonies. Oui. Non mais qui vont c'est pas la même chose. Ouais, mais c'est lié en politique interne. Alors je vais vous donner un scoop sur le Golan. Quand il y a eu le bombardement donc entre les Syriens et les Israéliens, il y a eu ce qu'on appelle les alertes dans tous les territoires israéliens. D'ailleurs, Christophe l'a dit tout à l'heure, l'aéroport a été fermé pour quelques heures. Et les alertes ont été déclenchées vers 4h30 au Golan. Et les alertes signifient aux citoyens israéliens, descendez dans les abris, cachez-vous. Et une grosse partie de la population ne s'est pas cachée, elle a pris sa voiture et elle est partie. Donc aujourd'hui, psychologiquement, on n'est pas dans la même situation qu'avant. Ça ne va pas dire que la Syrie demain ou Hezbollah gagnerait une guerre contre Israël, parce que Israël c'est les États-Unis aussi. Mais ça veut dire que ce qu'a dit Nasrallah, donc le patron de Hezbollah il y a quelques semaines, la prochaine guerre n'aura pas lieu qu'au Liban. Elle aura lieu aussi sur le territoire palestinien de 48, et ça c'est autre chose. Alors, juste messieurs, on va accueillir le docteur qui est avec nous, mais aussi Sofiane Lakhdari. Bonsoir messieurs. Bonsoir, je suis à l'antenne. Oui, vous êtes à l'antenne. Bonsoir docteur, bonsoir Sofiane. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur Sofiane, mon ami, voilà, bonsoir tout le monde, monsieur Tariq Mami et monsieur Mourad. Voilà, donc je pars vite au sujet. Deux petites corrections, mais tout ce que vous avez dit, M. Tariq Mami, j'ai rien à ajouter. Mais c'est pas la première fois qu'un avion israélien, vous avez raison, tombe. C'est peut-être la énième. Mais dans le territoire israélien. Alors pour moi, c'est la première fois que ça tombe dans l'ancienne Palestine de 48. Oui, voilà, donc, bien sûr. Voilà, donc je pars vite. En 1973, rappelez-vous la guerre de Ramadan, je ne sais plus comment on l'appelait. Il y a eu des avions au Sinaï, il y a eu des avions au Golan, pas des avions dans la Palestine de 48. Voilà, je suis d'accord avec vous. Donc il y avait... Donc il n'y a pas de correction. À l'époque, l'Union soviétique, et j'arrête là, l'Union soviétique, ils ont dit, faites ce que vous voulez, n'approchez pas Damas-Ville, le Grand Damas. Et comme ils sont arrivés Grand Damas, une quarantaine d'avions par des SAM, les premiers SAM. Oui. Concernant cette fois-ci, il n'y avait pas l'aval de M. Poutine. Et cela était surpris cette fois-ci, c'est-à-dire, c'était... M. Poutine est d'accord, docteur, je peux vous dire... Si, je peux même vous expliquer pourquoi, mais il a donné. Pardon, j'entends pas là. Monsieur Poutine, non seulement il a donné le feu vert, mais il n'a pas dit allez-y, il a dit c'est votre territoire, vous le défendez comme vous l'entendez. Pourquoi? Parce que certains des drones qui ont bombardé les avions de monsieur Poutine sur l'aéroport d'Ahmehem sont de fabrication américaine et israélienne. Voilà. Et donc il avait un problème à régler. Concernant juste le point d'Israël, monsieur Tariq Mami, pour que les auditeurs le sachent, et le comprennent, et surtout monsieur Christophe, en fait, la Syrie et Israël vivent sur deux cessez-le-feu. Le premier cessez-le-feu de l'ONU en 1948, monsieur Tariq Mami, ça vous le saviez, et deuxième cessez-le-feu 67, et le dernier c'était Kissinger qui a signé les cessez-le-feu de 1973. Non mais un cessez-le-feu, docteur, là vous m'énervez un petit peu, je vous aime beaucoup. Ah c'est bien ça. Non mais je vous aime beaucoup, mais vous m'énervez. Un cessez-le-feu dans lequel une partie continue à bombarder et l'autre partie continue à recevoir les coups, ça ce n'est pas un cessez-le-feu. Et c'est pour ça que cette fois-ci, c'est une manière de dire ou vous respectez le cessez-le-feu dans les deux sens, ou on y va. Et parce qu'il y a actuellement, et on reviendra à la question, la Syrie est divisée en trois parties là. Rappelez-vous, il y a la partie du nord, vous avez bien discuté, c'est actuellement les Turcs et les Américains s'entre déchirent à travers les Kurdes divisés entre eux. Et après, vous avez le reste du territoire. Actuellement, à l'ONU, ils vont voter, le Koweït et la Suède, ils ont demandé de voter cessez-le-feu de 30 jours, mais laisser la main libre à l'armée syrienne de reprendre des activités à Idlib. Ça, c'est un cessez-le-feu comme je les aime moi, ça. Comment? Ça, c'est des cessez-le-feu comme je les aime moi. Voilà, c'est ça. Donc c'est tout. Actuellement, donc il y a la guerre totale. De toute façon, actuellement, je termine là. Pour laisser à monsieur à d'autres. Et là, actuellement, c'est la faute aux Syriens. Moi, ce que j'ai aimé, Madame Hanan,
qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Elle a fait juste un avis tranché. Tout le monde, il y avait des levées de boucliers contre elle. Parce que les Marocains, comme les Algériens, vous l'avez dit, monsieur Christophe, ils sont patriotes. Alors que les Syriens, ils demandent qu'il y aura des bombardements. Les uns demandent les Russes, les autres les Américains, les autres les Iraniens, les autres je sais pas qui, les Turcs. Mais là, ce qui est malheureux, la guerre est longtemps et devant nous. Ça c'est et pour longtemps, parce que il y a juste, et monsieur Talman, vous le connaissez, Docteur Manna, il a parlé France 24 en langue arabe il y a quelques jours, il y a 2 semaines, il a dit normalement la haute trahison à tous les Syriens qui demandent soit du régime, soit de l'opposition, qui demandent l'intervention des militaires et des armées étrangères. Et il y a actuellement de nouveau 122 pays qui se battent en Syrie, 122 de tout le monde entier, et il y a une dizaine de Russes, d'ailleurs ils l'ont dit à RFI chez vous à 16h, il y a une dizaine de Russes mercenaires qui sont bombardés et tués par les Américains il y a une semaine. Oui, donc, effectivement, voilà je confirme. Merci docteur. Merci docteur. Sofiane, peut-être un petit mot, et j'aimerais, si vous le permettez, qu'on parle aussi un petit peu de ce qui se passe entre les Américains et la Turquie, puisque visiblement le secrétaire d'État américain est parti à Ankara et il semble avoir trouvé un accord. Moi, pour le moment, c'est Malcolm. J'ai pas encore cette information. Ce que je sais que Rex Tillerson, il a reçu une grande gifle au Liban, chose qui rarement au Liban en vérité avec ses divisions. Mais le Liban aujourd'hui commence à dire non à certaines choses et à certaines interventions américaines qui est venue en vérité comme un intermédiaire entre le Liban et Israël. Sachant que le Liban, il y a le Hezbollah avec l'alliance avec le président Michel Aoun comme président. Et au Liban aujourd'hui, il y a une guerre au niveau de la frontière maritime avec Israël. Et il y a une guerre parce qu'Israël est en train de construire un mur. Oui. Et là, ça nous renvoie vers le Surat al-Hashar comme étant, c'est des gens qui vont vous combattre au-delà des murs. Ça, c'était avant, mais maintenant, on voit 14 siècles après qu'ils sont en train de construire des murs non seulement en Cisjordanie et en même temps aujourd'hui avec le Liban. C'est hallucinant. Voilà, ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est que Israël est de plus en plus affaibli. On met pas beaucoup de lumière. Et ils ont eu des navires de guerre en mer qui ont été bombardés en 2006, il faut se rappeler. Et aujourd'hui, il y a le 10 et le après, avant et le après 10 février. Et moi, je suis un grand analyste israélien dans la chaîne 10 israélien qui s'appelle Ron Benishai. Il a dit on est cuit aujourd'hui. Il faut savoir que tous les think tanks israéliens, que ce soit Ben Gurion, Sadet, le grand centre intelligentsia de Tel Aviv d'Israël, il vous dit que le temps joue contre nous aujourd'hui. C'est-à-dire d'ici 20 ans, 30 ans, si on règle pas, c'est fini Israël. Elle finira par, alors du coup, Benjamin Netanyahu voulant faire une guerre, une mini-guerre en vérité, quand il est parti voir Vladimir Poutine, il faut savoir que c'est l'homme qu'il a rencontré le plus de fois ces 2 dernières années. Plus de 12 visites ont été faites ces 2 dernières années. Et il faut que la dernière visite, c'était une demande vis-à-vis de Poutine de faire une mini-guerre, c'est-à-dire de bombarder des sites que eux considèrent comme des implantations iraniennes et d'un danger pour l'intégrité territoriale israélienne, sauf que le feu vert n'a pas été donné par Poutine. Et quand on dit, quand un docteur dit que la Russie n'avait pas donné son feu vert, il faut pas oublier la base de Hmeimim, une base aérienne, et avec une étendue de plus de 500 kilomètres. Aujourd'hui, la Russie a un œil de ce qui se passe même à Alexandrie, en Égypte, jusqu'au nord de la Turquie, c'est-à-dire elle a une étendue de 500 kilomètres. Elle peut savoir tout avion qui circule, qui vole dans ces cieux-là. Elle a une notion. Alors du coup, quand on sait que le F-16 a été bombardé, il y a une coopération étroite, chose qui n'est pas dite en vérité. Et là, bref, pour les auditeurs. Alors, Sofiane, pourquoi je disais qu'effectivement il y a un rapprochement entre les Américains et les Turcs? Parce que les 2 pays annoncent ne plus vouloir agir chacun de leur côté en Syrie. Ils disent aussi qu'ils vont s'opposer vigoureusement à toute tentative de créer des faits accomplis ou des changements démographiques en Syrie, allusion peut-être au sort des Kurdes dans le nord de la Syrie. C'est pour ça que peut-être je disais... Les Américains disent beaucoup de choses, hein, et on sait aujourd'hui Rex Tillerson va dire cette déclaration à Ankara,
et on va avoir peut-être du Matisse, le secrétaire de la Défense, qui va dire le contraire. Et on va avoir le responsable de l'antiterrorisme, Mac Kruger, qui gère aujourd'hui cette partie-là dans cette région-là. Il va dire le contraire. Aujourd'hui, si on est en train avec cette nouvelle administration américaine, le tout, ils sont contraires. Sofiane, il y a pas une stratégie. Oui, pareil. Juste sur le monsieur affaires étrangères américain, le même jour. Tillerson. Non, mais c'est pour ça, moi j'aime plus dire leur nom tellement ils me gonflent la tête. Ils ont des postes, parce que ils sont anonymes ces gens-là, ils sortent de n'importe où pour faire n'importe quoi, comme disait l'autre. Le matin, au Jordanie, il fait une déclaration forte. Cette déclaration forte, les Iraniens et Hezbollah doivent se retirer de la Syrie parce qu'ils n'ont rien à faire dans un pays étranger. Fermez le banc. Non, attendez. Non, attendez. Il va en Turquie, un journaliste lui pose la question, il lui parle pas de ce qu'il a dit le matin, il lui dit, monsieur le ministre, quand est-ce que vous allez vous retirer de l'Irak et de la Syrie? Il dit, nous n'allons pas nous retirer parce qu'il y va de l'équilibre de la région et de je sais pas quoi de la défense des Kurdes. Et le journaliste n'a même pas voulu commenter. En fait, aujourd'hui, tout le monde a compris. Moi, j'ai le droit de faire et pas toi. C'est tout. Mais c'est pas nouveau. Ouais. Merci, Sofiane. Désolé, on n'a pas beaucoup de temps. Non, pas de souci. Bonne soirée, bon courage. À très bientôt. Alors, juste pour Sofiane, il y a eu hier un accord formel entre donc les troupes de défense kurdes et PG et l'armée syrienne pour que l'armée syrienne se déploie à Afrin pour obliger donc les Turcs à bouger, quoi. Bon, l'accord n'est pas encore rentré en fonction, mais tout le monde est informé, Américains, Turcs et tout le reste, que l'accord est signé, et donc manifestement c'est pour dire aux Turcs arrêtez, et les UPG qui ont refusé de signer ce même accord quand l'armée turque a commencé à bouger, aujourd'hui l'acceptent parce que le rapport de force n'est pas en leur faveur. Monsieur Mourad Goual, on va changer de sujet avec vous avant de parler un petit peu des ambitions d'Emmanuel Macron quant à l'islam de France et à son organisation. C'est ce qu'on a pu entrevoir dans une interview publiée dans le JDD de dimanche soir. Et on se posera la question de l'homme de l'ombre de Emmanuel Macron avec un certain Hakim El Karoui, qui peut avoir quelque part une certaine influence. On le verra ou pas, d'ailleurs on va essayer de minimiser ou peut-être amplifier cette quelque influence qu'il peut avoir auprès d'Emmanuel Macron. On va partir du côté de Marseille, mon cher ami Mourad Goual, avec toi pour ton avis tranché, pour nous soulever, je crois pas une mais deux affaires. C'est parti, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Et Mourad Goual évidemment nous emmène traditionnellement du côté de Marseille. Le Marseillais de passage. Bien, mes chers amis, monsieur et madame les auditeurs, les auditrices, pour ceux qui ont la presse marseillaise entre les mains, ils ont dû entendre parler cette semaine des propos qui ont été tenus par l'adjoint sport, monsieur Richard Miron, qui est aussi conseiller général, enfin conseiller départemental. Et ce monsieur est habitué, alors c'est un élu du 13e et 14e arrondissement, alors c'est un élu qui est parachuté dans ces secteurs-là, donc c'est le quartier nord de Marseille, les quartiers nord de Marseille, mais lui est originaire de Mazargues, hein, c'est le vrai Marseille, le Marseille d'avant. Donc voilà, Gaudin l'a parachuté là-bas en espérant que la tendance d'extrême droite, un peu modérée, pouvait un jour lui revenir comme électeur, et il pensait en mettant monsieur Miron là-bas, remporter ce secteur. Le Front National malheureusement l'a remporté, il est bien ancré, donc M. Miron aujourd'hui est obligé de dire qu'il est de droite mais aussi très proche de l'extrême droite, et il tient régulièrement des propos assez borderline, voire même racialistes, notamment quand on l'interpelle sur la distribution des équipements sportifs à Marseille. Et à Marseille aujourd'hui, ces jours-ci, la Cour des comptes a encore mis en exergue le manque d'équipements municipaux, notamment de piscines, sur l'ensemble de la ville, avec un très gros déficit sur les secteurs nord de Marseille. Et monsieur Miron, plutôt que de faire profil bas et de dire écoutez, effectivement on n'est pas bon parce qu'on n'a pas les moyens de mettre plus d'argent dans les rénovations des piscines qui sont relativement vieilles puisqu'elles datent toutes de l'époque de Gaston Defferre, il préfère dire que c'est pas forcément nécessaire d'avoir des piscines dans les quartiers nord parce que culturellement, on se le dit, les gens des quartiers nord vont moins à la piscine que ceux des quartiers sud. Et ça va corroborer les propos qu'avait tenus Jean-Claude Gaudin dans la précédente polémique de ces piscines, qui disait, après tout, à quoi bon avoir des piscines puisqu'on a 22 km de littoral avec des plages. Donc,
Les Marseillais des quartiers nord se sont insurgés. Le député Saïd Hamada a fait un communiqué demandant à monsieur Miron de revenir sur ses propos, sur ses mots et de présenter ses excuses et de se mettre au travail pour que justement le déséquilibre nord-sud soit compensé par des nouvelles ouvertures de piscines, voire des réparations de piscines abîmées. Il n'est pas revenu sur ses propos, il n'est pas revenu sur ses mots, il ne les a pas regrettés, il les a même confirmés. Il a dit, je répète et je redis, je confirme, que culturellement, les gens des quartiers nord vont moins à la piscine que c'est des quartiers sud. Et il rajoute, il y en a marre du politiquement correct. Donc, ce monsieur pourra toujours dire ce qu'il veut, parce que, in fine, en face de lui, les électeurs sont des gens qui votent pour l'alimentation. Et dans les rangs de monsieur Miron, vous avez tout plein de gens qui sont concernés par ces propos, mais qui font fi de les entendre en disant « Ah, mais on n'était pas au courant ». Donc les Marseillais n'ont que ce qu'ils méritent et monsieur Miron a bien raison de les traiter ainsi. Voilà pour cet avis tranché de Mourad Goual concernant les affaires sur Marseille. J'ai l'impression que c'est monnaie courante. Ouais, il y avait un petit autre sujet, si tu m'interromps pas, je le poursuis. Il y a aussi un gros problème sur le secteur du 9e, 10e arrondissement où une élue qui jusqu'à présent ne mettait pas son arabité sur sa carte de visite vient de s'apercevoir en tout cas que elle était perçue comme arabe par ses mentors et elle s'est vue interdire l'accès à 2 réunions publiques où les présidents d'associations lui indiquaient qu'il ne fallait pas qu'elle assiste parce qu'ils avaient reçu un mot d'ordre et beaucoup de pression de la part du maire de secteur leur demandant de ne pas accueillir cet élu. Donc aujourd'hui, cet élu se rappelle qu'elle est maghrébine. On va dire que c'est un mal pour un bien. Son nom. Kira Zenafi, elle est conseillère communautaire et elle s'insurge. Donc elle révèle sur Facebook que l'adjointe au sport, aux animations, l'animation de la mairie du 9e, 10e arrondissement aurait dit à un président d'association, c'est pas parce qu'elle est de la même race que toi qu'elle t'apportera plus de choses. C'est moi la bosse. Et elle a mis en demeure une présidente de comité d'intérêt de quartier de ne plus recevoir cette dame. Et on en est là aujourd'hui. Il y a un conflit, mais c'est pas nouveau dans le 9-10, puisque moi j'avais interpellé à l'époque où il était encore que directeur de cabinet, celui qui aujourd'hui est maire de secteur, et qui pratiquait le dossier de logement au faciès. On recevait dans la mairie, alors que j'étais élu, plus de 3000 personnes par an, tenez-vous bien, pour 80 attributions de logement par an. Et je m'inquiétais de savoir pourquoi on faisait venir à la mairie de secteur tous ces gens-là, et j'ai compris qu'en fait c'était pour les identifier. Donc quand j'ai vu ça, je me suis insurgé. J'ai interpellé l'adjointe en charge du logement pour lui dire que c'était d'abord scandaleux sur un point moral, mais surtout interdit sur un point juridique. J'ai été voir le directeur de cabinet qui aujourd'hui est le maire, en lui demandant de me confirmer si mes doutes étaient avérés. Il me dit oui, effectivement, j'ai demandé à ce que tous les demandeurs de logement soient reçus à la mairie de secteur, et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit je veux m'assurer qu'on a affaire à des bons Français. Et quand je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'était un bon Français, il m'a dit ce sont des gens qui... Elle est blanche, elle a les yeux bleus. Non, mais justement, il me dit ce sont des gens qui ne portent pas de barbe et qui n'ont pas de foulard. Bien entendu, ces affaires, je les ai portées devant la justice, sauf qu'en la matière, il y a une prescription de 3 ans et du coup, elles sont toutes tombées à l'eau. Bon, oui. Tarek. Vous poserez la question à Maître Boukhlifa la semaine prochaine, cher Christophe. Qui connaît très bien Monsieur Miron parce qu'il qui a eu déjà une affaire comme ça avec une ministre en exercice. Carlotti, oui, Carlotti. Et pour savoir où cette affaire est arrivée. Il a été débouté. Non mais qu'il vous raconte l'histoire pour les auditeurs, c'est très intéressant parce qu'en fait le tribunal dit oui, ce qu'elle a fait n'est pas bien, mais elle l'a dit sur le trottoir devant le local public des partis socialistes. C'est pas public. Non, mais il dit que c'est un propos public qui ne vise pas quelqu'un en particulier. Oui, non mais parce qu'ils étaient entre socialistes. Qu'il vous raconte l'histoire. Ouais. On en a échangé la semaine dernière. Il y a de quoi dire la justice en de fait, poids de mesure. À Marseille, pour ne plus se laisser dépasser par la droite, on banalise l'exclusion de l'autre et c'est gauche et droite. C'est ça qui est grave. On reste dans la région pour parler un petit peu de ce qui s'est passé du côté de la Seine-sur-Mer, où c'est la première ville à avoir baptisé une rue Yasser Arafat. L'opposition a déposé plainte. UDI, UDI, absolument. Et le maire a obtenu satisfaction auprès du tribunal de Toulon. Ça a duré 3 ans cette affaire, et le dénouement a eu lieu donc ce lundi.
Et le maire d'ailleurs a dit je comprends pas parce que on a une rue Isaac Rabin, voilà donc les Arabes de la ville n'ont pas attaqué le nom de la rue. Et donc il a gagné, donc bonne chose. Pour ceux qui n'habitent pas le sud, il faut localiser la Seine-sur-Mer. C'est une ville très populaire, une ancienne ville communiste qui avait basculé à droite. Maire PS voilà, aujourd'hui. Mais qui a basculé à droite à une époque et qui est revenu à l'époque de Sarkozy, qui est revenu à la gauche mais au PS et non pas au PC. Et c'est une ville qui est limitrophe de Toulon, où les pieds noirs sont très implantés et où le Front National fait des scores pharaoniques. Ouais, absolument. Tarek, est-ce que vous pouvez me retrouver l'adresse de ce qui va se passer demain, parce que apparemment à l'initiative de quelques citoyens, il va y avoir une petite réunion à Paris demain après-midi pour justement essayer de trouver ou de développer une structure afin de faciliter les différents j'ai envie de dire signalements auprès du CSA de tout ce qui se rapporte et qui est d'ailleurs que vous pouvez écouter quotidiennement, alors pas aujourd'hui, on va mettre, c'est vendredi aujourd'hui, de tout ce qui se rapporte à des propos islamophobes, de les signaler, ou racistes d'ailleurs. Ça se passe demain, je crois à 15h, il y a une rencontre à Paris. Tarek. Oui, alors je sais pas si c'est public ou pas, parce que les organisateurs... on m'a demandé de le dire, donc... oui. Alors si on vous a... Alors laissez-moi 2 minutes. Oui, justement, je vous laisse 2 minutes pour l'adresse exacte. Pour vous poser une petite question, une petite devinette. Qui a dit il faut que Macron propose un deal aux musulmans? Qui aurait pu dire une telle phrase? Chalgoumi? Non, pas du tout. Il s'appelle Hakim El Karoui. Et ce monsieur, apparemment, qui est le grand monsieur de l'Institut Montaigne, et qui, qui se dit aujourd'hui, comment ça, non? C'est Gilles Kepel, Montaigne. Non, on est l'un et l'autre. Si, Kepel était le directeur de l'Institut Montaigne. Non. Alors, il ne l'est plus. Non. Il passe, parce que l'Institut de Montaigne, c'est un groupe de personnes qui réfléchit, et de temps en temps, on demande à quelqu'un de venir travailler avec eux pendant quelques mois. On a eu d'ailleurs l'excellent... c'est un influent membre. On va pas dire c'est responsable, c'est un influant membre de l'Institut Montaigne. Oui, comme d'autres. Voilà. Membre honorifique. Non, il a fait le rapport sur l'islam. Voilà, absolument, un rapport qui a fait beaucoup d'ailleurs, dans lequel on disait que 28% des musulmans se rapportaient plus à la charia qu'aux valeurs de la République. Voilà. Donc, Hakim El Karoui, qu'on dit aujourd'hui être, c'est ce qu'il dit en tout cas dans la presse, il dit être un proche d'Emmanuel Macron. En fait, il a été reçu d'ailleurs place Beauvau. Ils sont 4. Oui, il y a Gilles Kepel. Ils sont 4 à être plus ou moins écoutés, entendus, demander leur avis. Alors, il y a un citoyen qui était ancien professeur en France, qui est tunisien, qui s'appelle Monsieur Youssef Seddik, qui a traduit le Coran, qui a beaucoup d'œuvres, on peut être d'accord ou pas, mais qui a une vision. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Tout ça, la question, c'est quelle réforme pour l'islam? Absolument. Donc, il y a Monsieur Youssef Seddik, il y a Monsieur Hakim El Karoui, il y a Monsieur Gilles Kepel, et il y a le grand rabbin de France, Monsieur Haïm Koursi. Ah oui. Ah bah voilà. Et qu'est-ce qu'il vient faire là dans les affaires de l'islam? Je sais pas, mais moi je vous donne les infos. Bien sûr, on est preneurs. Ils sont 4 à être écoutés. Je sais pas s'ils sont entendus, mais être écoutés par monsieur le président de la République, monsieur Macron, qui avait dit dans la campagne électorale, parce que Macron, il a une force. C'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut l'attaquer sur une phrase, en cherchant bien, cette phrase a été plus ou moins dite pendant la campagne. Et donc, pendant la campagne, il a dit, il va falloir s'occuper, donc, de la question de l'islam. Monsieur Karoui a une carrière intellectuelle brillante. Il a été à l'Institut des cultures d'islam. Non, il a été surtout nommé par Delanoë en 2010. Non, il a été. Si. Pourquoi vous dites non? Parce que c'est pas important par rapport à ce que je vais vous dire. Son parcours, bien sûr. Non, voilà. Le parcours, c'est qu'il. Il est terrible. Non, parce que pour voir l'importance, il était la plume du Premier ministre de la République, Monsieur Raffarin. Absolument. C'est comme un plus important que l'Institut des machins trucs. Bon. Donc il a ça. Après, il a travaillé dans la même banque. Rothschild que Monsieur Macron. Ça rapproche, hein, quand même. Ah oui, absolument. Voilà. Oui. Après, donc, il a été approché par Montaigne dans le désordre, les infos, pour faire son rapport sur l'islam. Et après, il a été désigné comme directeur donc de ce centre de culture islamique, où il a été obligé de démissionner en 2011 par la force des choses, parce qu'il avait conseillé le président Ben Ali sur la dernière semaine, et lui a déjà donné entre nous de très bons conseils. Si Ben Ali les avait suivis, peut-être que c'était de se débarrasser de sa famille, d'éloigner de la corruption. Non, mais et de passer à des structures démocratiques de l'État, avec donc un vrai conseil constitutionnel qui décide. Donc voilà la carrière. Aujourd'hui, il cherche la lumière, il cherche le soleil, et peut-être qu'il les trouvera auprès de Macron. Est-ce que vous pouvez me faire une phrase rapide pour répondre à cette question? Est-ce que Macron va tenter
et va réussir ce que beaucoup d'autres ont loupé. Il va tenter. Personne, ni lui, ni après lui, ne réussira à dompter quelque chose qui n'est pas structuré. Il va tenter, mais c'est pas sûr qu'il réussisse, parce que pour qu'il réussisse, il faut que le personnel islamique soit à la hauteur. Dans un instant, Libertad, messieurs, dames, pour finir en beauté, 01 40 33 9000, à tout de suite. LGF, le grand forum, oui, c'est vrai que c'est pas le même bouton. Le grand forum pour quelques minutes. Alors pour la petite réunion qui a lieu demain à Paris, c'est au café, le Swan Café, c'est au 30 boulevard de la Chapelle à Paris. C'est demain à 15h, à l'initiative de citoyens donc qui ont décidé de se réunir pour essayer de trouver la manière la plus simple, j'allais dire, pour signaler, faire des signalements auprès du CSA. Quelque part faire pression lorsqu'il y a un dérapage islamophobe. Et je peux vous dire que dans le cadre de DLM, que tu n'as pas découvert aujourd'hui mais que tu découvriras peut-être la semaine prochaine, Mourad, Déradicalisons les médias, c'est une partie humoristique qui se veut absolument pas sérieuse, mais pour dépassionner un peu tout ça, je peux vous dire que des paroles islamophobes, racistes, mais alors j'en trouve par centaines. C'est hallucinant. Christophe, on est tous on est quand même intelligents, on n'est pas taillé avec des demi-cerveaux. Et nos auditeurs, je l'espère aussi. Et ils peuvent nous appeler d'ailleurs pour Libertad maintenant. Voilà, je confirme pour les auditeurs, pour nous ça reste à voir. Moi c'est prouvé. Voilà. Je me complexe pas. Il y a toujours plein d'auditeurs à Marseille. Il y en a tout le temps. 01 40 39 000 pour nous dire d'ailleurs si vous êtes à Marseille et vous nous écoutez là. Amis, c'est que quand on parle ah zut, je cherche. Fais vite parce que nos auditeurs attendent. Quand on a les enfants qui sont mince. Non, ça viendra après l'auditeur. Bouge pas, tu sais quoi, on va prendre l'auditeur, peut-être ça va venir. Allô, France Maghreb 2, bonsoir. Comme ça, le cerveau terminé reviendra. Salut Youssef, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai dit mercredi? L'expérience a fini par payer. Pour qui? Pour Real, l'expérience. Ok, sympa. Bon, vous allez finir de nous tacler avec le PSG, ça dit. Ça va 5 minutes. L'expérience a fini par payer. Ouais. Écoute, on va attendre la remontada dans 3 semaines, mon ami. Il y avait 12 coupes d'Europe sur le terrain. Elles étaient toutes du même côté. Merci Youssef. On l'a pas vu à la fin des demi. Ouais. Merci Youssef et bonne soirée. Christophe, c'est comme ça que vous faites la liberté d'expression. Bah oui, non mais non mais juste une question. Non mais ça va. Faut passer à autre chose les gars. Non mais juste une question. Alors j'ai retrouvé mon vocabulaire. Oui, vas-y. Je disais que à l'école, quand les enfants subissaient du harcèlement de leurs collègues, leurs collègues titillaient de la même manière et à tout moment de la journée avec les mêmes mots et les mêmes complexes, les personnes disaient. Donc si une personne n'aimait pas qu'on lui dise qu'elle est grosse, eh bien les autres enfants qui sont très méchants lui disaient tous les jours t'es gros, t'es gros, t'es gros, t'es gros. Et à la fin le petit jeune disait je suis gros, je suis pas heureux, je suis pas bien dans ma peau. Et nous, en tant que maghrébins, en tant que musulmans, en tant que tout ce que tu veux, on ne fait que répercuter ce même fonctionnement. Vous parlez pour vous, hein. À la radio, aujourd'hui, 90% des sujets qu'on traite, c'est l'islamophobie. Oui. Moi, j'ai pas de problème avec l'islamophobie, j'ai pas de problème avec le racisme. Mais parce que je l'ignore. Mais non, ça tu l'ignores pas, tu la connais pas peut-être. Mais si, je le subis comme toi, mais tu plaisantes quoi. Non, mais là, tu crois que j'ai pas eu des postes qui m'ont été refusés parce que je m'appelais Mourad Goual, mais j'en fais pas une maladie. Mais Christophe, j'avance. Vous êtes beau, vous avez les yeux bleus. Ça, les auditeurs le savent pas, ça. Voilà, donc. Les auditeurs le savent pas, faut pas le dire. Alors, Libertad, 01 40 33 9000, France Maghreb 2, bonsoir, qui est là? Bonsoir à tous, Daoud Hotsen. Daoud Hotsen, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Daoud. On n'a pas parlé de Turquie aujourd'hui, hein? Bien sûr, non, mais c'était pour revenir par rapport à ça, parce que hier, Redon, il voulait des preuves. Et je les ai mis sur le site. Oui. Quel site? Quel site et quelle preuve? Sur France Maghreb, là, pour les armements. Je sais pas si vous avez vu. Non, mais je vais aller voir tout de suite, là. Sur la page Facebook ou sur le site internet? En fait, les terroristes du YPG n'utilisaient pas de taux et de Milan. Et j'ai mis sur le site 4 preuves irréfutables. Vous savez que c'est des soldats turcs qui sont déguisés, qui les ont utilisés juste pour la photo? Il est de voilà. Vous avez fait sourire notre ami Daoud. C'est bien. Ok, j'irai voir avec plaisir. Merci Daoud. Merci mon gars. À bientôt. Merci, ciao. Ciao Daoud. Oui, notre auditeur qui nous appelle régulièrement. Il fait savoir d'ailleurs quand il n'est pas d'accord. 01 40 33 9000. Si vous êtes de Marseille, oui. Eh bien de partout ailleurs. Eh bien vous nous appelez France Maghreb 2. Bonsoir. C'est Mourad qui vous attend. Bonsoir. C'est Nadia de la Courneuve. Bonsoir Nadia. Ça va fort bien. Merci beaucoup Nadia. Et tous vos auditeurs. Bonsoir à tous. Bonsoir madame. Bonsoir Nadia. Je voulais juste féliciter Monsieur Rami pour son coup de cœur. C'était super. Merci d'avoir repris quand même l'histoire de l'affaire de Maëlys. Oui. Parce qu'effectivement, pas de poids de mesure dans le traitement de l'information. Oui. Et je voulais, moi je suis pas très spécialiste de
de la politique, hein, je vous l'avais dit Christophe, mais par contre je peux lui conseiller pour sa toux de prendre de la propolis. De quoi? Alors, de la propolis. De la propolis, c'est quoi ça? C'est quoi la propolis? C'est un extrait qui est fabriqué par les abeilles. Et Ouais. c'est un antibiotique, un antiseptique très puissant. Oui. Qui peut aider et favoriser les... Propolis. Alors comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Très antioxydant. Propolis, P-R-O-P-O-L-I-S. Et Nadia, Propolis, et contre d'accord. la mauvaise foi et le mauvais caractère, qu'est-ce que vous avez comme Non, mais remède? ça, Propolis. Ça se vend où, ça? Je ne suis pas spécialiste de la politique, mais je peux vous aider là-dessus. Non, mais ça se vend où? Ça se vend où? Dans la pharmacie ou chez le bio? Faut une ordonnance ou pas? Non, pas du tout. Ça s'achète en pharmacie. Alors, je vous conseille quand même de l'acheter chez un apiculteur parce que ils sont mieux spécialisés. Ouais, mais ils sont pas très nombreux et à puis, en Paris. plus, c'est des produits plus naturels chez les apiculteurs parce qu'en pharmacie, on sait ce que c'est. Sinon, voilà, moi, je peux éventuellement envoyer un petit lien à oui, Christophe, avec plaisir, voilà. avec plaisir. Envoyez à Christophe le petit Voilà, lien. là où j'achète mes produits. Nadia, faites passer par qui vous savez. Ah écoutez, vous allez pas se dire parce que je veux pas que vous le dites à l'antenne. Non, mais d'accord, mais j'ai compris moi. Faites passer par qui vous savez, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Nadia. Pas de souci, merci beaucoup. Bon week-end du côté de la Courneuve, Nadia. Voilà, Propolis, mon cher ami Tarek, ça c'est pour dire. Mais je tiens à signaler quand même que tout à l'heure on a passé un extrait de TPMP, vous entendiez quelqu'un tousser derrière. C'était pas Tarek Mami. C'était pas Tarek Mami, donc il n'y a pas que Tarek Mami qui tousse à la radio. Il y a même des gens dans TPMP qui toussent à la télé. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. En fait, je vous appelle de Metz. Bonsoir, quel est votre prénom? Écoutez, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais juste réagir par rapport à Envoyé spécial qui est passé, c'était la semaine dernière, par rapport au Yémen. Absolument, un reportage moi qui m'a bouleversé. L'animatrice qui est super géniale d'ailleurs. Alice Lucet, Et Elle n'aura pas le droit au Hajj cette année. Nous, en tant que musulmans, je me pose la question, est-ce que le Hajj est valable en Arabie Saoudite qui est en ce moment même en train de tuer le Yémen? Parce que là, on est en train de les aider financièrement, en fait. Madame, la réponse, excusez-moi, moi. La réponse politique, c'est non. La réponse religieuse, ce que chacun fait en conscience, ce qu'il pense être bon. Surtout que la Mecque n'est pas considérée comme appartenant juridiquement à l'état du royaume d'Arabie. Mais l'argent, Mourad, vous le donnez aux Saoudiens. On est d'accord. Donc, politiquement, moi, je déconseille. Pour ceux qui veulent le faire pour des motifs religieux, ils ont leur conscience pour eux. Il n'y a pas que pour le fait que l'Arabie Saoudite bombarde les Yéménites et d'autres pays dans le monde, parce que c'est les premiers criminels après les Américains. Mais il faut aussi arrêter d'y aller, parce qu'il faut arrêter de donner des milliers d'euros à ces voleurs d'organisateurs de pèlerinage à la Mecque, qui sont rien. Ça n'engage que toi, Mourad. Je vais faire un avis tranché là-dessus avec des éléments probants. Oui. C'est un scandale. Ils escroquent des pauvres gens. Alors vous avez par contre un super, chère madame, vous tapez dilemme sur Google. Dilemme, le grand dessinateur algérien D-I-L-E-M, et vous mettez pèlerinage, Ali Dilemme, et vous allez trouver une superbe caricature qui vous dit c'est pas la peine de donner l'argent à l'Arabie Saoudite pour aller au pèlerinage, envoyez-le directement à Trump, vous gagnerez de l'argent dans le transfert. Merci chère madame, en tout cas bonne soirée, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on évoquera. Un sujet, voilà. Merci beaucoup en tout cas depuis Metz. À très bientôt. Je devais l'évoquer la semaine dernière, mais au moins il a neigé à Paris et j'ai été empêché de. Oui, alors là, non, Mourad, ne remets pas ça sur le tapis parce que là sinon je vais t'afficher. Hein. Monsieur habite à côté de la radio et se permet de me dire je risque de ne pas rentrer donc je préfère ne pas venir. Je suis à 7 km de la radio, cher. Oui, bah c'est à côté quoi. Hein. En métro c'est à côté. Non, je viens à pied. Moi je me déplace à pied à Paris. Oui, mais il y a le métro aussi. Vous savez ça. Alors que Tarek Mami peut être en Tunisie et intervenir à la radio. Tu vois, ça l'empêche pas. Il y a les moyens techniques aujourd'hui. Bon. Messieurs, merci beaucoup. Un excellent week-end à vous. À la semaine prochaine. Oui, alors une dépêche qui vient de tomber. Oui, allez-y. Apparemment, donc, les soldats syriens sont en train de s'organiser à côté d'Afrin pour investir la ville d'Afrin avec l'accord des Kurdes. Et je rappelle l'information qui est tombée tout à l'heure en début d'émission concernant Gérald Darmanin. L'enquête pour viol a été classée ensuite. Voilà. C'est normal, il s'appelle Darmanin. Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Merci d'écouter France Maghreb 2. Il est 18h01, l'heure du rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Début des vacances de la zone C. Les routes se chargent en Ile-de-France. Bison futé voit orange dans le sens des départs ce soir. Ce sera noir demain dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, bonne nouvelle si vous devez emprunter l'A6. Les jeunes agriculteurs du Loiret renoncent finalement à installer leur barrage filtrant près de Montargis. Depuis plusieurs jours, les agriculteurs multiplient les actions pour demander la reprise des négociations sur la future carte des zones défavorisées.
Un homme armé a tenté d'attaquer une agence de la BNP près de l'Arc de Triomphe ce matin à Paris. Il a été blessé par balle par la police et arrêté. Le rapport décapant remis au gouvernement sur la SNCF fait des remous. Les cheminots ont prévu une manifestation le jeudi 22 mars. Mobilisation distincte de celle des fonctionnaires. L'appel est lancé par la CGT. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, estime que le gouvernement veut casser la SNCF et le service public. Un policier lensois s'est suicidé dans sa cellule à la maison d'arrêt d'Épinal dans les Vosges. L'homme âgé de 44 ans avait été placé en détention provisoire pour pédophilie et viol sur mineur. Aux États-Unis, Mitt Romney annonce sa candidature au siège de sénateur de l'Utah en novembre. L'ex-candidat républicain à la présidentielle américaine de 2012 se présente en meilleur opposant à Donald Trump au sein de son propre camp. Et par ailleurs, une accusation embarrassante pour Donald Trump. Une ancienne playmate du magazine Playboy, Karen McDougal, affirme avoir eu une relation sexuelle avec le milliardaire en 2006. Elle dit avoir reçu $150,000 en échange de son silence. Sport, football, championnat de France, match avancé de la 26e journée de Ligue 1 de football ce soir. À 20h45, le Dauphin Monaco reçoit Dijon. Demain, le PSG recevra Strasbourg. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. C'est évidemment choquant quand on sait à quoi cela renvoie. Ça renvoie à des attentats, à des victimes, à des gens qui sont morts. Donc vous comprenez qu'il valait mieux qu'elle quitte le jeu ? Je comprends qu'il y ait énormément d'émotions par rapport à ça, et en même temps, je sais voir que c'est une jeune femme qui évidemment ne doit pas jouer sa vie sur une chose comme ça. Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Finalement, on aimerait mieux que ça ne soit pas passé, qu'on ne le sache pas. Et il y a un écho à tout. Et c'est dommage. Mais en tout cas, ce que je comprends d'abord, c'est, si vous voulez, la douleur des victimes des attentats terroristes, c'est quand même la première chose qu'il faut avoir en tête. Ouais, je le trouve assez bon quand même dans sa réponse, Jean-Michel Blanquer, non ? C'est scandaleux qu'en France, on accapare 2 semaines de manière quotidienne l'actualité avec un jeu de société, un télécrochet, ce que tu veux. En même temps, on a des SDF qui meurent à Paris, on en a 2 qui sont morts à Marseille. Marseille, c'est quand même la ville la plus ensoleillée de France. Et on ne parle que de Ménel, son foulard, ses propos, son tweet. Son tweet, c'est quoi ? Elle dit pas qu'il n'y a pas eu d'attentat. Elle dit que les responsables sont peut-être plus du côté du gouvernement que du côté de Daesh. À un moment donné, on peut aussi réfléchir à ce qu'elle a écrit. C'est pas faux, forcément. Alors, on est complotiste parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens qui ne le pensent pas. Moi, je crois qu'il y a un fond de vérité. Mais maintenant, vous vous rendez compte, on est vendredi, on parle encore de cette histoire. On passe à autre chose. Il y a des choses plus sociétales de manière, plus importante. Moi, je suis effaré, quoi. Je suis effaré. Puis hier, on a parlé des piscines aussi hier. Hein. J'ai vu un morceau où c'est que on expliquait, c'est le député, le prix Nobel de mathématiques, qui disait oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui font pas de sport sous des motifs fallacieux. Ceux-là, alors il parlait des petites filles musulmanes et qui ne voulaient pas faire de la piscine pour ne pas être dénudées. Mais enfin, on en arrive là. Je rappelle que ça existe pour les juifs, juifs depuis très longtemps dans certaines villes. Elle est où la France ? Alors justement, on va juste clôturer cette affaire Ménel en ce qui nous concerne parce que France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum. C'est la dernière puisque nous sommes vendredi. Et le vendredi, c'est Mamie. Évidemment, bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mourad. C'est la dernière de la semaine. Bonjour cher Mourad. J'aime pas le mot, c'est la dernière. Je n'ai pas droit au vendredi, c'est Mourad. Mais... Bah non, ça rime pas. Désolé. Il n'y a pas grand chose qui rime avec toi d'ailleurs. Va falloir changer de nom de la journée. Hein. J'aurais été moins impartial, j'aurais dit le vendredi tout est permis. Et voilà. Bon. Non, ça c'est déjà pris, c'est déjà pris ça. C'est déjà pris, c'est Arthur. Pardon, excusez-moi. On lui laisse bien volontiers d'ailleurs. C'est parti jusqu'à 18h, messieurs, dames, sur France Maghreb 2, avec évidemment vous, chers amis auditrices, auditeurs, la possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000 pour discuter sur pas mal de sujets dont voici le programme. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, la Syrie et le Liban, terrain de confrontation entre Israël et l'Iran, analyse et décryptage dans cette émission. Depuis Charles Pasqua en
1994 jusqu'à Jean-Pierre Chevènement en 2016. Toutes les tentatives de l'État pour organiser l'islam de France ont échoué. Emmanuel Macron compte aujourd'hui lancer de nouvelles pistes. Polémique autour de la rue Yasser Arafat. La décision de la justice est tombée. L'affaire dure depuis près de 3 ans. Elle a connu son dénouement il y a 3 jours, ce lundi 12 février, lorsque le tribunal administratif de Toulon a enfin donné raison à la ville de la Seine-sur-Mer. La question LGF du jour. Mise en examen pour viol, Tariq Ramadan, affaibli par une sclérose en plaques, avait fait appel de son incarcération et son recours devait être examiné hier. Pour mettre toutes les chances de son côté, les avocats de l'islamologue avaient même proposé la remise de son passeport suisse et le versement d'une caution de 50 000 €. Malgré cela, il reste en prison. La justice ordonne une... Les Marseillais pour le football. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il s'est installé là-bas, il a essayé d'autres choses à côté du foot. Notamment, il a essayé d'ouvrir une école de formation en journalisme et dans d'autres matières pour les jeunes de quartier, en disant, lui, moi je crois au principe de la République et que je crois à la formation et il suffit de former ces jeunes dans les métiers qu'ils aiment pour que demain ils soient les meilleurs citoyens français possibles. Et ce discours n'est pas très répandu en France parce que malheureusement c'est le buzz qui marche et on se rappelle de Tapi et de l'argent et de l'OM et de l'argent de la Valenciennes et de tout ça. En tout cas, on préfère garder cette image que l'autre. Pourquoi il a parlé aujourd'hui? Parce que manifestement depuis à peu près 2 mois, il va beaucoup mieux et c'est sa fille qui a ouvert le bal, qui a publié 2-3 jours un tweet avec son père en disant « Je suis heureuse, mon père va mieux ». Tu sais, les gens ne le savent pas, mais moi j'ai connu Tapi, je devais avoir 15 ans, 16 ans, un peu moins même. Et ben on rentrait gratuitement au stade Vélodrome. Ah oui. Même quand le stade était plein, il y avait une consigne au portier de laisser rentrer les jeunes de Marseille. Et on rentrait gratuitement. Voilà. C'est plus le cas aujourd'hui. Bon. Pas du tout. Alors, dans le zapping, tiens, un petit tour par l'émission politique qui avait lieu hier soir. Vous avez regardé, messieurs? Je ne regarde plus ces émissions depuis très longtemps. Moi. L'émission politique qui avait comme invité hier le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et a évidemment répondu à la question de Léa Salamé sur l'affaire, devinez quoi, Ménel. C'est-à-dire d'abord cette espèce d'explosion d'opinion qu'on aimerait ne pas voir. Du fait des réseaux sociaux, donc tout un chacun peut écrire un peu n'importe quoi. Et c'est un danger pour la jeunesse parce que c'est vrai que s'il y a 15 ans on écrit un peu n'importe quoi, eh bien on ne se rend pas compte que ça va rester pour des années inscrit. Ce qu'elle a écrit il y a quelques années, enfin il y a quelques temps, il y a quelques mois. Une expertise médicale. Y a-t-il une volonté réelle de le maintenir en détention selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Enfin et pour finir tout à l'heure, évidemment le fameux Libertad. LGF, le grand forum, l'émission qui vous ressemble mais aussi et surtout qui vous rassemble, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec Tariq Mami aujourd'hui pour nous accompagner ce vendredi et monsieur Mourad Goual, notre Marseillais préféré, qui est avec nous jusque 18h. Avant, évidemment... Je n'ai pas salué nos auditeurs et nos auditrices et je m'en excuse. Je l'ai fait à votre place. Ouais. Merci, Mourad, merci, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça c'est bien fait ça. Alors donc je disais avant de parler de la question du jour et de retour sur ce qui s'est passé hier parce que on va en parler plus en détail dans un instant avec la question du jour et vos appels au 01 40 33 9000, notre sondage et la question du jour. Le Zap 24, c'est les 4 moments qu'il ne fallait absolument pas rater ou pas à la télévision qui se sont déroulés durant ces dernières 24 heures et on commence avec un extrait pour commencer. Donc des nouvelles plutôt rassurantes de Bernard Tapie qui a appelé Pascal Pro ce matin sur CNews pour parler foot. Du coup ça a donné ce petit moment de télévision ce matin. Écoutez Bernard Tapie, apparemment il va bien. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai pas tellement envie d'en parler. Il y a des millions de gens qui souffrent comme ça. Alors ça se change pas, ni ça s'aggrave pas en 1 minute, ni ça se guérit pas en 2 minutes. Donc ça suit son cours, voilà, avec ses bons et ses moins bons moments. En tout cas, pour l'instant, je suis en train de te regarder et j'attends que tu me rappelles quand on parlera du foot. Mais non, mais on va pas parler football ce matin, on va parler que de Johnny Hallyday, donc on va parler football tout de suite. On va parler de football tout de suite, Bernard. Et qu'est-ce qui vous a choqué sur ce qui s'est dit autour du Paris Saint-Germain ces dernières heures? Écoute-moi, tu peux pas nier, et tous ceux qui aiment le foot le voient bien, c'est un bazar sans nom. T'as des joueurs qui vivent que pour eux, t'en as d'autres qui parlent pas à d'autres, t'as l'entraîneur qui a pas d'autorité, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alors, moi je crois que c'est une très bonne chose qui s'est passée là cette semaine, parce que enfin les dirigeants vont prendre conscience qu'un entraîneur il est là pour entraîner, les joueurs sont là pour écouter l'entraîneur, dans les bonnes et les mauvaises décisions. Comme c'est pas
irréversible parce que 3-1, tu sais, ça va très vite. Hein. Il suffit d'en mettre un chez toi, t'en as un deuxième et tu passes. Mais je n'ai jamais de toute ma vie de supporter de football vu un gâchis pareil. C'est inimaginable. Donc voilà, il faut qu'ils reprennent un peu le sens de ce que c'est qu'une équipe avec les hiérarchies et pas intervenir. Il y a eu une passe entre Neymar et Cavani dans tout un match. Enfin, t'as pas besoin d'être un peu fort en football pour voir qu'il y a la guerre entre ceux-là, que Neymar veut justifier il veut justifier son transfert. Il prend la balle, il la lâche plus jusqu'à temps qu'il marque ou qu'il la perde. Enfin, tout ça, c'est inimaginable. Alors qu'ils ont une équipe exceptionnelle. Voilà. Eh ben, il va bien notre nanar, donc apparemment. C'est pas les infos qu'on avait il y a 48 heures. Eh ben voilà, il a appelé ce matin Pascal Pro. Il voulait parler foot, voilà. Ouais, je pense qu'il voulait dédramatiser, mais moi en tant que Marseillais, ça m'affecte de le voir affaibli comme ça. En tout cas, il a totalement raison sur son analyse. Ah mais c'est qu'un homme qui respire le sport, il a raison. Après, son parcours peut-être ne plaît pas en sa faveur, mais moi en tant que Marseillais, je suis très très affecté par sa maladie et puis j'appréhende qu'il nous quitte parce que je pense que ça va arriver quoi qu'il arrive. Et enfin voilà, c'est un homme qui est très très aimé à Marseille et puis voilà. Oui, on se souvient des supporters de Marseille qui avaient, lorsqu'on a appris la nouvelle effectivement de son cancer de l'estomac, ses pancartes au stade Vélodrome non, mais pour le soutenir. Il est vraiment aimé, il est chéri et puis c'est notre Bernard à nous, hein, voilà. Tarek Mami, comment expliquer que Bernard Tapie soit autant apprécié par les Marseillais? Il a marqué de son empreinte quand même. Alors non seulement il est apprécié par